Bonjour et bienvenue dans le podcast de Vignerons engagés, un podcast qui vous propose de revivre des ateliers organisés par le label lors des rencontres. Dans cet épisode, on retrouve Xavier Salducci et son atelier sur la vie des sols. Bonne écoute à tous. Je me présente, je m'appelle Xavier Salducci. Je suis le fondateur et responsable de la société Célestalab. Donc Célestalab est un laboratoire d'analyse des sols basé près de Montpellier. Notre spécialité, c'est que depuis plus de 25 ans, on s'intéresse à la vie des sols et à la matière organique. Et vous verrez à travers l'exposé que c'est intimement lié. Mon historique de formation, ma formation, je suis universitaire, je fais de la recherche et je viens de la microbiologie des sols. Voilà. Et puis donc, il y a un peu plus de 25 ans, j'ai créé cette structure pour développer des outils, mettre en routine des outils qui viennent du monde de la recherche. Donc je n'ai rien inventé, j'ai fait qu'aller chercher ce qui existait, et j'ai simplement un peu agrégé les choses, et puis surtout interprété. Ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas des chiffres, des méthodes, c'est des interprétations, des préconisations. Donc on va y venir. Donc le thème, on m'a demandé d'intervenir sur la fertilité biologique des sols. Donc on va, au cours de l'exposé, en fait, je vais vous définir alors ce qu'est la fertilité biologique. Je pense que si je faisais un tour de salle rapide, quand on parle de fertilité biologique, c'est un petit peu, il y a un mythe derrière, tout le monde veut de la fertilité biologique, on en veut plus, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc je vais essayer de définir ça, et puis comment ça marche, parce que si on comprend comment ça marche, on va pouvoir, par les pratiques agronomiques, pouvoir piloter, et c'est un peu l'objectif de votre fonction, c'est de piloter un petit peu le fonctionnement du sol et l'orienter vers ce que vous souhaitez. Donc on verra dans l'exposé qu'est-ce que la fertilité biologique, à quoi ça sert. Une fois qu'on a compris ça, comment on peut mesurer la fertilité biologique, qu'est-ce que vous avez comme outil actuellement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Puis on verra dans la troisième partie comment on va entretenir et améliorer cette fertilité biologique, surtout orientée vers la gestion des matières organiques. Voilà, on verra qu'il y a une relation entre la qualité de l'apport et le fonctionnement du sol, l'orientation vers le fonctionnement du sol. Voilà, et puis on aura terminé. Donc en fait, là, l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu le contenu de l'intervention. Il y a à peu près 3/4 d'heure de présentation. Et puis ensuite, derrière, on aura un échange. Donc pendant 3/4 d'heure, questions-réponses ou questions-réponses même entre vous. C'est l'objectif de l'atelier. Voilà. Et donc, si vous avez des questions dans la deuxième partie, il y aura donc un micro. Si on n'entend pas bien, voilà. Voilà, pour que ça soit enregistré, parce que la salle est petite, donc moi je vous entends bien, et je pense que vous m'entendez bien. C'est pas sûr que le petit micro que j'ai là puisse prendre votre son, sauf si vous avez une bonne voix de baryton qui porte, ou voilà. Donc pour démarrer, la fertilité biologique, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je vais vous donner une définition très simple, très opérationnelle. La fertilité biologique, en fait, c'est des propriétés agronomiques des sols qui sont liées à l'activité biologique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu plus concrètement? Eh bien, en fait, c'est assez basique. La première observation qu'on peut faire, c'est le recyclage. Donc, en fait, si vous êtes en viticulture, vous avez des sarments de bois, vous avez peut-être des couverts végétaux, des feuilles, etc. La première observation à faire, c'est voir si vos résidus de culture, vos sarments, se digèrent, disparaissent assez vite dans le sol. C'est des fonctions de recyclage. Et ça, l'activité biologique est responsable de ça. On va recycler la matière organique. Et une des conséquences pour votre culture, pour votre vigne, ça va être la minéralisation, avec la libération de l'azote, du phosphore, entre autres. Et puis, évidemment, du carbone, puisqu'en fait, on verra que le recyclage de la matière organique, il consiste avant tout à recycler du carbone et à tirer de l'énergie de l'oxydation du carbone. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que mon sol fonctionne? Est-ce que j'ai une bonne digestion des matières organiques? La deuxième étape, pour qu'un sol fonctionne, il faut qu'il y ait de la porosité. C'est très basique. Il faut de la porosité pour que l'air et l'eau s'équilibrent, pénètrent. Donc pénétration de l'air, pénétration de l'eau avec un équilibre. La porosité qui nous intéresse, elle va être essentiellement biologique. Là, vous avez de la macroporosité. Donc sur cette diapositive, vous voyez la macroporosité faite par des vers de terre. Cette macroporosité, en fait, elle va servir de drainage. Donc, il faut que l'eau rentre dans le sol, il faut que l'eau pénètre dans le sol. Ça, c'est la première étape. Mais si l'eau fait que circuler dans le sol,
ça ne va pas être intéressant pour vous et votre culture. La deuxième étape, il va falloir que l'eau se stocke. Et pour que l'eau se stocke, il faut de la microporosité. Et la microporosité, est-ce que vous avez une idée de la taille des diamètres des pores qui conservent l'eau utile pour la culture? Quelqu'un a une idée? L'ordre du micron. C'est entre quelques microns, 1, 2 microns et 30 microns à peu près. Quand on est au-dessus, l'eau va circuler. C'est du drainage. Donc en fait, il faut du drainage dans le sol pour que l'eau rentre, pour que l'air pénètre, et il faut du stockage. Et là, vous vous rendez compte que quand on est de l'ordre du micromètre, on est dans l'échelle du biologique. Ce n'est pas les outils, ce n'est pas la griffe, ce n'est pas, pas en travaillant le sol que vous allez créer de la microporosité. En travaillant le sol, vous faites de la macroporosité, vous faites du drainage, mais derrière, il va falloir aussi faire de la microporosité. Et la microporosité, ça va être créé par des bactéries, des champignons, les levures. Ça va être aussi du diamètre à peu près du poil absorbant, c'est même un petit peu plus petit que le poil absorbant. Donc on est vraiment dans l'échelle du tout petit. Et donc là, c'est la biologie. Un pore, c'est bien, mais un pore, entre guillemets, si ce n'est pas stable, ça s'effondre à la moindre pluie. Donc la troisième étape, il va falloir construire la stabilité structurale de votre sol. Quand on pense stabilité structurale, on pense complexe argilo-humique, c'est très important. Mais celle qu'on sous-estime complètement, c'est la stabilité qui va être liée comme j'ai mis sur la photo, au liant microbien. C'est-à-dire que les microbes, les bactéries, les champignons, les levures, vont créer, entre guillemets, des polysaccharides, vont fournir des polysaccharides au sol. Et ces polysaccharides, c'est des colles microbiennes qui vont agréger les particules et créer des microagrégats. Donc la bactérie va fonctionner à l'échelle de quelques microns, 1, 5, 10 microns. Et puis vous avez les champignons qui vont prendre le relais sur la cinquantaine de microns, 100 microns. Donc tout ce petit monde est complémentaire et va créer de la stabilité structurelle. Vous avez ici sur le trou créé par le ver de terre va avoir un mucus aussi. Et ce mucus est en fait une colle aussi qui va permettre d'agréger les pores. Donc c'est vrai que les pores, entre guillemets, des vers de terre sont plus stables que le sol à côté parce qu'il y a ce mucus. Vous avez les racines aussi. Les racines font du mucilage. Et le mucilage sert aussi à agréger. Donc vous avez tout un tas de propriétés de stabilité du sol, d'agrégation du sol qui vont être liées à la partie biologique du sol et beaucoup à la partie microbienne du sol, bactéries, champignons. Voilà. Et donc tout ça, ça va être lié aussi, on verra, à la matière organique. Et puis le dernier volet de ces propriétés, de ce fonctionnement biologique des sols, de cette fertilité biologique, c'est un volet un petit peu plus, entre guillemets, vaste encore, c'est ce volet protection et symbiose. Donc la symbiose sur la vigne, vous la connaissez, c'est les endomycorhizes. Si vous utilisez des couverts à base de légumineuses, c'est la fixation d'azote. Donc c'est les symbioses rhizobium-légumineuses. Voilà, donc ça c'est la relation nutrition directe, échange direct entre un microbe, un micro-organisme et une plante. Et puis il y a un volet beaucoup plus vaste qu'on est à peine en train de découvrir, c'est la protection, c'est-à-dire les pathogènes dans les sols, on ne va pas les éliminer. C'est une vue de l'esprit, on n'éliminera pas les pathogènes, il va falloir vivre avec. Mais ce qui se développe de plus en plus, c'est qu'on se rend compte que s'il y a un pathogène, il y a souvent un antagoniste dans le sol. Donc il y a des relations, il y a des couples comme ça, proie-prédateur. Et ce qu'il faut, c'est les pathogènes, on les aura, mais il va falloir conserver des sols vivants pour avoir les antagonistes qui vont contrôler ces populations de pathogènes pour pouvoir vivre avec. Et donc il y a plein d'exemples, entre guillemets. Vous avez certes des pathogènes de la racine, des phytopathogènes, mais vous allez avoir que ce soit des nématodes ou des champignons, mais vous avez aussi des nématodes qui prédètent des nématodes, vous avez des nématodes qui consomment des champignons phytopathogènes. Tout ça, c'est un équilibre du sol. Et quand on veut, entre guillemets, éliminer un phytopathogène, généralement, malheureusement, on a tendance à un petit peu tout tuer et on déséquilibre tout et c'est encore pire. Donc il va falloir apprendre, entre guillemets, à piloter tout ça. Ça, c'est de la recherche, je dirais, du 3e millénaire. Les chercheurs s'intéressent un petit peu à tout ça. Alors, il y a des applications directes. On va vous vendre, entre guillemets, des trichodermas, des choses de ce type, qui peuvent être des antagonistes de tel et tel pathogène. Et puis, l'objectif, c'est plutôt d'avoir des approches agronomiques. C'est à travers des rotations, des rotations. Dans votre système, c'est à travers les couverts végétaux, à travers les résidus de culture, les apports de matière organique, la limitation du travail du sol. C'est de gérer tout ça pour qu'on ait un sol vivant où on ait un meilleur contrôle des pathogènes. Donc voilà un petit peu cette vision déjà globale et synthétique du fonctionnement biologique et de la fertilité biologique, c'est un synonyme. Comment ça marche tout ça? Là aussi, c'est assez basique, c'est assez simple. Comme tous les systèmes biologiques,
les systèmes biologiques et même d'une manière générale un système physique, quand vous agissez sur votre environnement, c'est que vous avez de l'énergie. Donc la base de tout ça, c'est l'énergie. On a besoin d'énergie, le sol a besoin d'énergie, la vie du sol plus exactement a besoin d'énergie. Et où est-ce qu'elle va prendre cette énergie? Vous avez une idée où elle prend l'énergie? Pardon? Dans la matière organique et en vigne, particulièrement, vous voyez, ces sarments qu'on est en train de sortir des vignes, qu'on va brûler dans un coin, qu'on va peut-être brûler dans une chaudière, puisque là, en fait, c'est la ville d'Alès qui va sortir un petit peu tout ça pour ces chaudières. Ben ça, c'est un problème. Parce que derrière, si ce sarment n'a pas un gros intérêt pour la fertilité minérale du sol, parce que ce n'est pas très riche en éléments minéraux, c'est très riche en énergie. Et pourquoi c'est riche en énergie? Parce que le sarment, comme tout ce qui est végétal, comme tout 90% de la matière organique de la planète, ça provient, entre guillemets, du végétal et ça provient plus exactement de la feuille et de la photosynthèse. J'aime bien présenter la photosynthèse, c'est quelque chose de très basique, mais c'est essentiel à comprendre que ce sarment, qui est en fait un dérivé de glucose ici, vous avez ici, finalement, dans la photosynthèse, vous avez quelque chose de phénoménal, c'est que vous partez avec des éléments minéraux très simples, de l'eau, du CO2, et en fait, la polymérisation du CO2 qui va produire ce C6, H12O6, ce glucose, en fait, ça va être dans les liaisons carbone-carbone, vous avez du stockage en fait de l'énergie solaire, l'énergie lumineuse est stockée dans les liaisons carbone-carbone. Voilà, on va en fait stocker cette énergie lumineuse sous forme de liaison biochimique. Et donc, en fait, le glucose, qui est la base de toute la matière organique, toute la matière organique que vous avez, vous êtes composé de matière organique, la table, les chaises, tout ça, c'est de la matière organique, les dérivés de pétrole, c'est de la matière organique, tout ça, ça provient de la photosynthèse. Et dans ces liaisons carbone-carbone, vous avez de l'énergie lumineuse qui est stockée là-dedans. Je vais vous donner des ordres de grandeur sur la quantité d'énergie qui est stockée, mais je fais juste une parenthèse, il faut avoir en tête que si l'inverse de la photosynthèse, c'est quoi? Comment les êtres vivants, comment vous récupérez l'énergie vous avez déjeuné ce matin, vous avez mangé un croissant, vous avez pris du sucre. Pardon? L'oxydation. Et plus précisément, la fonction physiologique s'appelle la respiration. Donc l'inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. Glucose plus oxygène donne H2O plus CO2. Au passage, vous libérez de la chaleur parce que vous maintenez à 37 degrés et vous avez de l'énergie, comme moi en ce moment, je peux bouger, je peux parler grâce à l'énergie. C'est très basique, on fait partie de cette chaîne biologique et donc votre sol fonctionne exactement de la même manière. Il va aller chercher l'énergie qu'il y a dans la matière organique, en particulier dans les matières organiques fraîches, les résidus de culture, donc les sarments, les couverts, les feuilles, etc. Tout ça, ça va être très intéressant. Je vous parle d'énergie. L'énergie, ça peut être des kilowattheures, des kilojoules, etc. On est dans une société du pétrole. Vous avez tous un tracteur, ça marche au fioul. Donc on va faire des équivalences fuel. Est-ce que vous connaissez, et je pense que vous y êtes déjà intéressé, la quantité d'énergie qui est stockée dans 2 tonnes de sarment. 2 tonnes de sarment qui est à peu près la moyenne de ce qu'on va, entre guillemets, récupérer sur une vigne par hectare. 2 tonnes de sarment, c'est équivalent à combien de litres de fuel? Vous avez une idée? J'entends pas. Madame n'entend pas, donc il faut parler plus fort. Pardon? Ah, personne ne sait. L'ordre de grandeur, 2 tonnes de sarment, c'est à peu près 700 litres de fuel. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Vous trouvez un petit peu moins, un petit peu plus. 700 litres de fuel, vous mettez ça dans votre tracteur, vous faites un sacré boulot. Vous mettez ça dans le sol, vous allez obtenir beaucoup de boulot. Si vous voulez faire des trous, si vous voulez faire de la stabilité structurale, si vous voulez combattre les pathogènes, si vous voulez recycler votre matière organique, etc., il faut de l'énergie. C'est ce qu'il y a là-dedans. Et donc, en fait, un sol, vous voyez, c'est très simple. Si vous commencez à lui restituer les sarments, si vous lui rajoutez d'autres matières organiques, plus il a de l'énergie, plus il est susceptible de pouvoir transformer son environnement, s'adapter. On parle de résilience contre les pathogènes, contre la sécheresse, contre beaucoup de choses. Il faut lui donner les moyens de se réorganiser, le sol, de s'entretenir, déjà un minimum. Et donc, ça va être l'énergie. Et l'énergie, on peut l'amener par les sarments. Même ordre de grandeur, vous voyez, si vous faites des couverts, 1 tonne de matière sèche de couverts, c'est à peu près 400 litres de fuel. Alors, une parenthèse, c'est très peu ligneux, les sarments.
On fait des analyses, je n'ai pas le temps de vous présenter. Tout à l'heure, je vous présenterai peut-être dans la deuxième partie. En fait, on parle de ligneux parce que c'est rigide, puis qu'il y a une transformation, voilà, il y a un ahoutement. Mais quand on regarde la teneur en lignine d'un sarment, c'est à peu près un peu plus qu'une paille, quoi. Vous voyez, c'est à peu près. Après, et donc c'est très biodégradable. C'est-à-dire que c'est avant tout, c'est très biodégradable, donc ça fournit de l'énergie. Effectivement, après, le rapport carbone sur azote qu'on ne pourra pas aborder tout de suite, ça c'est une autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, si la matière organique est énergétique, si elle est digestible, elle va stimuler la vie du sol. En contrepartie, si la vie du sol se sent bien, elle se multiplie, et à ce moment-là, elle va consommer de l'azote, immobiliser de l'azote. Donc effectivement, il peut avoir un risque de consommation, d'immobilisation de l'azote. Généralement, l'avantage, entre guillemets, avec le sarment, c'est que ça va être diffusé dans le temps. Et donc, j'ai jamais entendu parler vraiment de fin d'azote en viticulture, dans le sens où, de toute façon, ça va être sur 1 an ou 2 que ça va s'étaler, la dégradation. Sauf si vous commencez à faire de la farine, si vous broyez à 1 mm, vous enfouissez dans le sol, voilà. Après, les quantités restituées, les 2 tonnes, c'est rien du tout. Donc généralement, les sols qui sont à peu près bien entretenus sur l'état organique, ont un bon potentiel de minéralisation d'azote, vont pouvoir absorber sans problème cet aspect-là. Donc voilà, donc vous savez tout. Et donc en fait, lorsqu'on ramène de la matière organique dans le sol, c'est illustré ici sur cette diapositive avec la feuille, c'est de la matière fraîche qui va se transformer et vous mettez en route tout un cycle biologique qui va, entre guillemets, alors ils vont se consommer, ils vont se prédater les uns les autres et ils vont, entre guillemets, vous allez transformer cette matière organique fraîche en matière organique stabilisée, dégager du CO2, voilà. Et vous avez tout en route un mouvement qui se fait avec toutes les fonctions que je vous ai décrites tout à l'heure précédemment. Voilà, vous allez avoir de la porosité qui va se créer, vous allez avoir de la stabilité structurelle, tout un tas de trucs qui va être créé. Et tout ça, ça va être lié à cet apport de matière organique fraîche qui va mettre en route votre système. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre comment on peut mesurer cette fertilité biologique. Alors, mesurer la fertilité biologique, quelque part, en fait, ça va être qualifier les matières organiques du sol, les différents états de matière organique du sol. Jusqu'à présent, vous avez quoi comme indicateur de la fertilité biologique des sols? Quand vous faites une analyse de sol, qu'est-ce que vous regardez? Il y a eu trop de personnes. Voilà, le pourcentage de matière organique et éventuellement, mais c'était retiré des bulletins d'analyse, le fameux rapport C sur N, carbone sur azote. Voilà. Alors, ça, il faut l'avoir fait une fois. Voilà. Si vous êtes sur des gestions classiques, conventionnelles de votre sol, avec très peu d'apport de matière organique, avec un petit peu de résidus ou autre, en gros, il vous faudra une quarantaine d'années, c'est-à-dire le temps de la retraite, enfin 43 ans maintenant, pour pouvoir voir bouger votre C sur N. Le rapport C sur N, si vous n'avez pas des apports massifs, si vous n'avez pas des transformations, lorsqu'on fait de la plantation, on a parfois des transformations parce qu'on va défoncer le sol et on va travailler profondément. Mais généralement, le rapport C sur N, sur une vie, vous le voyez à peine bouger. C'est un indicateur qui vous parle surtout du passé, des 50-100 dernières années. C'est un indicateur plus pédologique que vraiment agronomique. Ce n'est pas quelque chose d'assez sensible. Donc il faut aller vers des choses beaucoup plus sensibles. Donc vous avez ce type d'analyse où on vous donne effectivement la teneur en matière organique. On vous dit oui, vous êtes un peu faible, un peu fort. Le C sur N, vous voyez, on vous donne une valeur. Vous êtes aux alentours de 8-7. Entre 8 et 12, c'est satisfaisant. Ça fait entre guillemets une fourchette très très large. Et donc ce n'est pas un indicateur assez fin pour pouvoir piloter sur des patents de 3-4 ans ce qui se passe au niveau du sol. L'approche moderne qui a été développée par les chercheurs, une fois de plus, en fait, je viens du monde de la recherche, c'est eux qui ont développé tout ça, c'était une approche, on a dit compartimentale, on va fractionner les matières organiques et on va aller chercher des compartiments fonctionnels dans toutes les matières organiques. Donc je vais vous présenter maintenant un diagnostic qui a été développé pour caractériser la qualité et le fonctionnement des matières organiques du sol. Ces matières organiques dans le sol, en fait, je reviens à mon schéma, en fait, là-dedans, vous avez tout ça, c'est la teneur en matière organique de votre sol. C'est le rapport C sur N, le C sur N de la matière organique, c'est le C sur N de toutes ces bébêtes, de tous ces états de matière organique transformés. Et l'idée, un petit peu, c'est de développer des outils pour essayer de disséquer dans ces matières organiques des compartiments fonctionnels, des compartiments qui ont des fonctions différentes. Et là-dedans, vous avez des matières organiques qui sont, entre guillemets, en cours de digestion, qui sont plutôt intéressantes pour la nutrition de la vie du sol. Vous avez une matière organique très stabilisée, vous avez une matière organique très active qui va partir à l'échelle de l'année, et vous avez une matière organique vivante, caractérisée, alors mon petit
Mon petit logo ici, c'est mes bactéries, voilà, qui sont majoritaires dans vos sols. En termes de poids, c'est les bactéries, même au-dessus des champignons, c'est les bactéries qui sont largement majoritaires. Vous avez tout ça. Comment est-ce qu'on peut disséquer un petit peu ces matières organiques? Il y a des outils qui ont été développés par la recherche depuis 40 à 80 ans. Il y a des choses qui ont été développées pour essayer de s'intéresser à ces compartiments et pour disséquer ces compartiments nutritifs, le gîte, là, on a le gîte et le couvert, la vie du sol, la partie énergétique de la matière organique. Et je vais vous présenter maintenant les diagnostics qui ont été développés par la recherche pour essayer de s'y retrouver. Comment on peut disséquer ces matières organiques et du coup, au lieu d'avoir uniquement une teneur en matière organique globale, avoir des compartiments de matière organique avec des quantités et des qualités différentes. La première étape, en fait, va essayer de consister à séparer dans la matière organique totale du sol la matière organique plutôt nutritive, qu'on va appeler, nous, matière organique libre, en gros, qui va ressembler à des débris végétaux. Dans cette matière organique libre, vous avez tous vos résidus de culture, les sarments broyés, les couverts. Si vous ramenez du fumier, tout ça, ça rentre dans ce compartiment de matière organique dite libre. Et vous avez ici une matière organique humifiée, stabilisée, le complexe argilo-humique, vous en a parlé depuis que vous allez à l'école. Voilà, avec une matière organique en fait qui est sous forme colloïdale, c'est une colle avec quelques morceaux de matière organique, et l'essentiel est complètement lié aux fractions minérales, donc on ne la voit pas. Voilà, c'est le complexe argilo-humique. Pour séparer ça, les chercheurs ont développé un outil assez simple, c'est du fractionnement, c'est-à-dire c'est du tamisage à l'eau. On prend votre sol, on va le tamiser à l'eau, et on va séparer ce que nous ont dit les chercheurs. Ils nous ont dit en gros tout ce qui est supérieur à 50 micromètres, c'est-à-dire la taille des sables, sable fin, sable grossier, c'est une matière organique qui est assez proche du végétal, donc riche en cellulose, hémicellulose, qui est digestible, qui va être très liée à vos pratiques culturales, à l'entretien de vos pratiques culturales. Et donc cette matière organique-là va être une ressource nutritive et énergétique, et je dirais même énergétique et nutritive pour la vie du sol. On va la séparer, ça va être par tamisage, et c'est tout ce qui est supérieur à 50 microns. Tout ce qui va être inférieur à 50 microns, donc la taille des argiles et des limons, là-dedans, vous allez retrouver une matière organique très stabilisée, très humifiée. Donc le complexe argilo-humique, évidemment, il va se retrouver là-dedans. Vous avez aussi des complexes limoneux. Voilà, vous avez des particules limoneuses. Vous voyez, le gros se retrouve là-dedans, puis vous avez quelques grains de matière organique complètement humifiés, complètement stabilisés en cours d'intégration totale. Voilà, et la séparation se fait par du supérieur à 50. On sépare les fractions. On peut faire le rapport C sur N, non plus du total, mais de chacune des fractions. Et ça va nous intéresser pour interpréter la vitesse de digestion, la digestibilité un petit peu de ce que vous avez dans le sol. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on s'intéresse à la biomasse microbienne. La biomasse microbienne, en fait, c'est un terme de laboratoire pour désigner ce qui est essentiellement bactéries, champignons, quelques protozoaires. Donc, on va pouvoir doser par une technique dite de fumigation-extraction. On va doser et différencier le carbone vivant, qui est présenté ici, par rapport à mon carbone mort. Voilà, on a une technique qui va nous différencier ces systèmes. C'est une technique qui est très ancienne, qui a une quarantaine d'années, qui est normalisée, et c'est une technique dite par fumigation-extraction. En fait, on va utiliser du chloroforme, plus exactement des vapeurs de chloroforme, qui vont rentrer dans les agrégats, solubiliser les corps microbiens, et par dosage différentiel entre un blanc, un témoin, et puis une terre après fumigation, on va récupérer du carbone vivant, du carbone microbien. Donc ça va être notre troisième compartiment de carbone microbien. Voilà. Et le dernier volet, ça va être de déterminer dans tout ce pool de matière organique ce qui va être très labile, très énergétique, qui va se consommer en gros à l'échelle de l'année. Et ça, en gros, c'est ce qu'on appelait ce dernier pool, minéralisation du carbone et de l'azote. Et là, on va utiliser en fait des incubateurs. On va utiliser entre guillemets des incubateurs donc à 28 degrés. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le pot Le Parfait ou un microcosme en laboratoire. Donc ça, c'est un microcosme. Et là, dans ce microcosme, finalement, ici, j'ai un pot avec la terre. Donc la terre que vous avez prélevée sur votre parcelle. Dedans, on a pu mesurer la hémototale, la hémolibre, la hémoliée, la biomasse microbienne. Et j'enferme, en fait, on va enfermer cette terre pendant 1 mois à 28 degrés. Et 28 degrés à 28 jours à 28 degrés, ça correspond à peu près à 4 à 6 mois plein champ. Et ça va nous permettre de nous projeter plein champ pour voir, d'une part, quelle est la quantité de carbone minéralisable dans votre sol, c'est-à-dire le carbone très énergétique, donc ce qui va être dégagé ici, la respiration de mon sol. Et puis, on va suivre aussi
accessoirement, on va suivre aussi l'azote organique qui est transformé en azote nitrique et ammoniacal, donc l'azote minéral. Et donc, on peut estimer, mesurer une fourniture potentielle d'azote de votre sol dans des bonnes conditions. Voilà, donc en fait, c'est des outils, tout ça, qui nous permettent de disséquer. Au final, ces différents compartiments, ils ont des relations les uns avec les autres. À la fois, ils forment un tout avec la matière organique totale, mais ils sont en lien les uns avec les autres. La matière organique libre, je vous ai dit, c'est cette matière organique rentrante, cette matière organique fraîche, principalement, qu'on va retrouver. Cette matière organique libre, c'est vraiment le support nourricier pour la vie du sol. Lorsque vous apportez de la matière organique, vous augmentez ce compartiment et vous allez stimuler fortement cette biomasse microbienne qui va réagir et qui va donc produire tout un tas d'activités. Et nous, on va mesurer la respiration. C'est déjà de voir un petit peu l'état global de fonctionnement. On va suivre éventuellement aussi l'azote nitrique ammoniacal qui est produit. Voilà. Et puis, ces petites boulettes-là, le caca, entre guillemets, de microbes, ce qu'on appelle en recherche les métabolites microbiens. Ces métabolites microbiens, en fait, c'est de la matière humifiée. Et donc, finalement, la microflore va synthétiser de l'humus et va participer à la synthèse de l'humus et donc va réinjecter, puisqu'on est à l'échelle du micron, va réinjecter directement cette matière organique dans la fraction stable. Voilà. Et puis, pour terminer, la matière organique liée, la matière organique humifiée, elle se minéralise aussi, mais beaucoup plus lentement, avec des pas de temps beaucoup plus lents que le reste. Vous avez des microflores qui sont adaptées pour consommer ces matières qui sont quand même plutôt indigestes. Et donc là, vous avez un espèce de cycle que vous allez alimenter, vous, par ces apports ici dans la matière organique libre. Pour simplifier au niveau du schéma, en fait, on a deux grands compartiments. On va avoir ici, en termes de, j'en ai déjà dit un mot, en fait, en termes de, j'ai appelé ça la sensibilité des compartiments, c'est-à-dire qu'en fait, ces compartiments n'ont pas la même durée de vie dans le sol. Ils n'ont pas tout à fait l'âge moyen. Ici, ce que vous avez ici, c'est l'âge moyen de ces compartiments. Donc l'âge moyen ici, c'est une quinzaine d'années dans cette matière organique libre. Là, on est à plus de 50 ans. La biomasse microbienne, c'est l'ordre d'1 an. Et la fraction minéralisable, c'est l'ordre de 4 à 6 mois, ce que l'on mesure. Et donc finalement ici, vous avez le côté capital carbone qui va entretenir finalement un flux de carbone. Et donc derrière, ce qui compte, c'est vraiment un équilibre. On peut faire l'analogie un petit peu avec votre compte en banque. Si vous avez un plan d'épargne logement ou des choses comme ça, c'est important de savoir le capital que vous avez, mais c'est encore plus important de savoir le rendement de votre capital, surtout dans des périodes d'inflation comme on a en ce moment. Est-ce que votre rendement est supérieur à l'inflation? Ça serait déjà un minimum, entre guillemets. Donc vous voyez qu'ici, vous avez ce qui va valoriser. En fait, cette biomasse microbienne est importante parce que c'est elle qui va valoriser cette matière organique. Et si vous avez beaucoup de matière organique, mais pas de biomasse microbienne, pas de vie dans le sol, ça ne va pas fonctionner. Et vous ne valorisez pas. Autant dire que vos apports ne servent à rien. Et donc, tout ça, ça va être un équilibre à avoir dans le sol. Au final, donc, comment entretenir cette fertilité biologique? Finalement, ce que je vous ai montré avec ces outils-là, c'est qu'on a des outils pour disséquer ces matières organiques. On va avoir différents compartiments. Et donc la question maintenant, ça ne va plus être uniquement est-ce que j'ai assez de matière organique totale, mais la question, ça va être est-ce que j'ai assez de chacun de ces compartiments? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre ces compartiments? Il faudra un bon équilibre. S'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, il va avoir un petit peu des problèmes de fonctionnement. Donc en fait, l'idée, ça va être, par rapport à ces compartiments-là, de voir, entre guillemets, de juger déjà quels sont les compartiments qui vont être carencés. Est-ce qu'on a plutôt un déficit en carbone minéralisable, donc en matière active? Inversement, à l'opposé, est-ce qu'on a plutôt un déficit en matière organique stabilisée, matière organique liée, et ainsi de suite. Donc ce diagnostic nous permet de positionner un petit peu ces différents compartiments dans une échelle de valeur, de voir s'ils sont bien équilibrés. Et on va pouvoir, en fait, dans une approche assez simple, on va pouvoir mettre en vis-à-vis de ce schéma-là les matières organiques entrantes dans le système. Et en fonction de la qualité des matières organiques entrantes dans le système, on va pouvoir déjà préjuger pour savoir si vous allez pouvoir rééquilibrer ces compartiments. Donc derrière, si on met en face les matières organiques, et les matières organiques en fait, qui rentrent, il y a des outils qui ont permis aussi de développer, de caractériser un peu plus finement les matières organiques entrantes dans le système. Cet outil, c'est ce qu'on appelle l'ISMO, le fractionnement biochimique de la matière organique entrante. L'ISMO, c'est l'indice de stabilité de la matière organique.
C'est une analyse qui se fait sur les produits organiques, ça peut se faire sur les sarments, sur des résidus de culture, sur les composts, sur les fumiers. Et cet ISMO, en fait, il rentre dans la qualité des matières organiques entrantes. Et pour faire simple, on va pouvoir calculer un indice de stabilité qui est en fait l'indice, entre guillemets, c'est un potentiel humigène. Plus l'ISMO est élevé, plus la capacité de la matière organique à faire de l'humus est élevée. Inversement, plus l'ISMO est élevé, moins le produit est biodégradable, moins il va stimuler la vie du sol. L'ISMO est entre 0 et 100%. 0% d'ISMO, c'est un produit qui va se dégrader dans l'année, donc c'est un produit qui va fortement stimuler la vie du sol. Et 100% d'ISMO, c'est un produit qui se comporte en gros comme une matière humifiée, qui est très stable, qui va, entre guillemets, s'intégrer dans cette matière organique plutôt très stable. Et donc, si on projette un petit peu différentes ressources, différentes qualités de matière organique sur ce schéma, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on part des matières organiques les plus stables, les matières organiques les plus stables, ça va être des produits compostés. Si vous travaillez avec des composts de déchets verts, des composts de marc de raisin, des composts d'effluents d'élevage, c'est des produits qui ont des ISMO entre 70 et 80%, donc c'est des produits qui sont très stables. 80% de leur matière organique va en gros se stabiliser, rentrer dans le sol, et 20% à peine va servir à faire fonctionner le sol. J'ai mis ici les digestats, même si en viticulture ça me paraît un peu rare, mais les digestats de méthanisation, surtout si vous êtes sur des fractions solides, il n'y a pas d'azote dedans, et c'est des matières organiques qui sont très stables, qui vont, entre guillemets, participer à entretenir la matière organique humifiée, la matière organique stabilisée. Sur les produits à 50% d'ISMO, les 50-50, vous allez avoir tout un tas de produits. Vous avez les fumiers. Tous les fumiers en général, c'est des produits qui se biodégradent très bien, qui ont une partie généralement un peu digérée, prédigérée de la matière organique. Donc en gros, ça va tourner avec des ISMO aux alentours de 50%. Donc 50% qui va servir à se stocker dans le sol, 50% qui va servir à dynamiser le sol. Vous avez les BRF, donc bois, raméaux, fragmentés, les morceaux de bois, les déchets, les broyats de végétaux, etc. Ça va tourner à ce niveau-là. Là, c'est des produits qui sont très intéressants pour entretenir tout ce qui va être déficit en matière organique libre, plutôt riche encore en cellulose et autres, un petit peu digérés. Ça va stimuler la biomasse microbienne. Donc, c'est des produits qui vont être intéressants lorsqu'on a un déficit de biomasse pour les stimuler. Et puis, vous avez un dernier volet avec les matières les plus labiles. Là-dedans, vous allez avoir en gros tout ce qui est engrais d'une manière générale, et puis vous avez tous les résidus de culture, les pailles, les couverts végétaux. Vous voyez, les sarments sont à cheval. Les sarments, ils ont des ISMO aux alentours de 40%, donc on est à cheval entre la matière facilement biodégradable et puis on se stocke quand même 40% quand même de la matière organique. Et puis vous avez tout un tas de produits divers et variés. En gros, tout ce qui est très facilement dégradable. Par rapport à la vigne, on va mettre aussi les feuilles. On va mettre évidemment les couverts spontanés ou semés, etc. Ça, c'est des ISMO plutôt faibles. Vous voyez que ça va entretenir, alors ça stimule la biomasse microbienne. Et puis là, c'est vraiment quelque chose de très énergétique, de très labile. Potentiellement, ça va disparaître à 80%, 70% au cours de l'année. Donc on a quelque chose qui va vraiment booster le fonctionnement biologique du sol. Et donc là, on a, entre guillemets, un effet miroir entre les déficits au niveau du sol et des apports de produits, évidemment, si on regarde un petit peu comme ça. Quelques exemples en viticulture, pour appliquer un petit peu tout ça. Regarde un petit peu. Je vous représente un essai qui est un petit peu ancien, mais qui reste toujours valable. On avait travaillé avec la Chambre des cultures du Vaucluse dans les années 2000 sur l'enherbement, gestion de l'enherbement. C'était l'enherbement spontané versus enherbement permanent ou enherbement maîtrisé. Et donc là, c'était une parcelle viticole, une parcelle de vigne sur un sol argilo-calcaire, un sol lourd, une vingtaine d'années. Et en fait, il y avait un enherbement permanent jusqu'en 1999. Et en 1999, il y a une différenciation en deux types d'enherbement. Donc l'enherbement naturel permanent a été maintenu. Et de l'autre côté, il a été mis en place un enherbement naturel maîtrisé où l'enherbement en fait, était détruit par du glyphosate dès le débourrement de la vigne, était maintenu s'il y avait des repousses, on maintenait, entre guillemets, on contrôlait l'enherbement même s'il y avait des repousses, s'il y avait un printemps humide. Puis après, on laissait repousser, à partir de juillet, ça repoussait, on laissait repousser. Et donc, on a comparé en fait ici, en mai 2007, donc en gros 5 ans après la différenciation de ces modalités, on a comparé les différents indicateurs que je vous ai présentés sur ces deux modalités. Qu'est-ce qu'on observe ?
La première étape, c'est qu'on mesure la matière organique totale. Vous voyez qu'ici, vous avez détruit à débourrement et l'enherbement permanent. Il n'y a pas de différence sur la matière organique totale, ce qui est juste, en bout de 5 ans, on ne s'attend pas à des miracles. Par contre, si on zoome sur cette matière organique ici libre, ici vous avez le libre et le lié, alors il faut me croire, mais vous voyez que la différence qu'il y a ici, qui est entre guillemets sur le total, on est à peine 5%, ce n'est pas significatif. Hein. Les erreurs de mesure sont entre 10 et 15% en laboratoire. Par contre, quand on fait la même chose sur cette fraction libre, voilà, on est à 35% d'écart. Et là, on a quelque chose de significatif. Ça veut dire que cet outil permet de voir des changements au niveau des réserves organiques avant et de manière plus sensible que la matière organique totale. La matière organique totale, elle, ne bouge pas. Par contre, on voit bouger ici ce compartiment de hémolibre. Et derrière, si on regarde le rapport C/N, il ne bouge pas, ce qui est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification, entre guillemets, du fonctionnement. Et quand on regarde au niveau de la biomasse microbienne, la biomasse microbienne, elle a bougé. Donc quand on change d'échelle, quand on regarde le tout petit, même si la hémototale ne bouge pas, votre système enherbement permanent, il stimule plus la biomasse microbienne et on a quasiment près de 50% de biomasse en plus sur l'enherbement permanent. Quand on regarde un petit peu plus finement, on s'aperçoit c'est surtout le sol, l'environnement sol qui est plus favorable à la biomasse. La teneur en matière organique étant identique des deux côtés, finalement, c'est la qualité de la matière organique entrante, c'est la qualité de l'environnement qui fait qu'on a plus de biomasse sur l'enherbement permanent. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des réserves d'énergie, on va se retrouver aussi sur la même chose. On a plus d'énergie dans le sol permanent, donc ce qui est plus favorable au fonctionnement biologique. Et de la même manière, on s'aperçoit que c'est surtout la qualité, évidemment, finalement, vous rentrez plus de matière digestible, et donc finalement, c'est la qualité de ces matières organiques, c'est cet indice-là, c'est la qualité de cette matière organique qui fait la différence, plus que la quantité apportée. On regarde les différents niveaux au niveau de l'azote, ça aussi, c'est des choses ce n'est pas forcément logique dans la tête des personnes, mais quand on regarde l'azote potentiellement minéralisable, lorsqu'on a un enherbement permanent, on a plus que doublé la réserve d'azote minéralisable présente dans le sol. Alors évidemment, en tant que votre enherbement permanent il est là, il y aura une concurrence avec la vigne, mais le jour où vous détruisez l'enherbement pour X raisons, il va falloir penser que cet azote va être disponible pour la vigne. Alors 70 unités, ce n'est vraiment pas grand-chose, c'est en gros le minimum qu'il faut pour le fonctionnement d'une vigne. Je parle dans le sol, je ne parle pas en termes de fertilisation. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on a des enherbements dans des sols où on va monter avec des 150 unités de potentiel, et ça on le voit, lorsqu'on détruit l'enherbement, il faut l'anticiper. On ne va pas forcément détruire tout en même temps. Donc ça peut être aussi dans les préconisations, le conseil, c'est des choses que l'on peut voir et qu'on peut anticiper plutôt que d'avoir des effets après de relargage d'azote avec les problèmes qu'on peut avoir sur la vigueur et la production, enfin la qualité de la vigne. Et on s'aperçoit aussi que ce n'est pas la quantité d'azote qui bouge. L'enherbement permanent, il n'a pas joué sur le stockage de l'azote, il a simplement maintenu un azote beaucoup plus disponible dans le sol, et c'est ce coefficient-là que l'on voit, il y a une meilleure disponibilité de l'azote qui est dans le sol. Voilà, et pour terminer, 5 minutes, je voulais aussi vous présenter des résultats beaucoup plus synthétiques. Voilà une petite présentation un peu moderne, là c'était sur une vigne en Bourgogne. On travaille aussi avec un pédologue qui nous fait des observations de terrain. Donc là, voilà la vigne. Donc ça, c'est l'interrang ici. Ça, c'est le rang. L'interrang, voilà, la structure est vraiment mauvaise. C'est une structure fermée. Il y a quand même des racines qui passent, mais il y a tendance un petit peu à un excès d'eau. Alors l'engorgement, on le voit ici. En fait, là, on est sur le rang. Vous voyez que l'horizon superficiel, il est très joli, il est grumeleux. Mais quand on passe les 10 premiers centimètres, on a une espèce d'engorgement. Vous voyez la couleur, un peu le noir. En fait, il y avait un renvoi de l'eau du rang qui basculait sur de l'interrang basculait sur le rang. Et le rang avait tendance à s'engorger, puisqu'il n'avait pas une grosse pénétration, Et ici, on est sur l'horizon naturel, qui est plutôt bien perméable. Donc là, il y avait un petit problème. Et on a fait les analyses de sol ici. Et pour vous montrer la vision un petit peu plus moderne que là, maintenant on restitue les résultats, donc on a fait cette analyse complète avec les fractionnements libres, liés, etc. Voilà un petit peu la représentation, les résultats synthétiques de la parcelle. Ici, vous avez en fait la teneur en matière organique totale, que dosent tous les laboratoires. Et en fait, par nos outils, on a éclaté finalement cette matière organique en différents compartiments.
Et on voit ici le côté capital, hein, la matière organique libre, la matière organique liée. Et les petits bras, c'est les liaisons qu'il y a, c'est les ratios. Parce qu'il est important, il y a la quantité de matière organique libre est importante, mais le ratio hémo libre sur hémo total, donc c'est ici, il est aussi important. Et vous avez à droite le côté plus labile, le flux, avec la biomasse microbienne, et puis le carbone minéralisable et l'azote minéralisable. Et vous avez aussi des relations, donc les petits bras aussi, c'est des indices de minéralisation, c'est les relations qu'il y a entre l'azote ou le carbone minéralisé et la matière organique totale, et ça s'interprète aussi. D'une manière simple, la lecture, c'est que, en fait, le souhaitable, on va dire ça comme ça, les pointillés ici, ça représente les souhaitables dans notre base de données, c'est les références souhaitables. Et vous voyez ici très rapidement, ce que l'on voit, c'est que, quel que soit l'indicateur, on est très loin du souhaitable. Et donc là, après, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ça permet d'avoir une vision un petit peu globale, même si parfois on a des relations qui sont bonnes. Donc l'équilibre est bon, mais il y a un déséquilibre sur les teneurs. Voilà. Quand on regarde, on fait aussi le rapport C sur N de chacune des matières organiques. Le C sur N libre à 22 dans la hémo libre, ça ne vous parle pas, mais c'est élevé. Et donc c'est une matière organique qui ne s'est pas complètement digérée. On attendrait plutôt du 17, 18 en vigne. Donc là, on est quand même un peu au-dessus. Donc là, le constat global, c'est qu'on avait un état physique qui était mauvais. Et l'état organique et biologique, il n'était pas là pour le sauver. Hein. C'est-à-dire qu'on n'allait pas rattraper, entre guillemets, le problème physique. On pourrait le rattraper par la biologie, mais là, il n'est pas rattrapable. Un autre système aussi, toujours en Bourgogne, où là, on a le rang, il est ici à gauche. Là, on a l'interrang. C'était joli, c'était équilibré, poreux, belle structure. Et quand on fait l'analyse, on est quand même un petit peu à la rue aussi. Donc, on peut avoir un bon état physique. Et là, l'état biologique, il n'est pas forcément bon non plus. Alors le mieux quand même, c'est déjà d'avoir l'état physique, parce que ça permet quand même beaucoup de bonnes choses et ça permet de rattraper plus facilement. Quand on a un problème et sur l'état physique et sur l'état organique, c'est compliqué parce qu'il va falloir toujours commencer par l'état physique. Si vous n'avez pas un bon état physique, ça ne sert à rien de rapporter des matières XY, il va falloir retravailler l'état physique. Oui, en fait, les analyses se font sur 20 cm parce que c'est là où rentre la matière organique et c'est là où tout se joue, entre guillemets, sur les entrées. Après, sur les observations ou autres, en vigne, évidemment, on va beaucoup plus loin. Enfin, sur toutes les plantes, c'est intéressant d'aller plus loin. Mais je dirais que le 20 cm, ça permet de concentrer beaucoup de choses, et c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'il faudrait retenir, entre guillemets, pour faire simple, c'est que la matière organique, avant d'être de l'humus, et on parle beaucoup de l'humus, on parle beaucoup du stockage du carbone, avant d'être, entre guillemets, quelque chose de stocké, de transformé, c'est avant tout un fournisseur d'énergie, accessoirement de nourriture, mais c'est l'énergie en premier. Donc la matière organique, si vous êtes à la place d'un ver de terre, d'une bactérie ou d'un champignon, quand vous levez le matin, vous cherchez de l'énergie. C'est ça qui vous intéresse. Et donc il faut chercher de l'énergie, il faut trouver de l'énergie. L'autre aspect aussi, on l'a vu, on parle beaucoup, donc la matière organique, elle a deux grandes fonctions. La fonction de gîte, entre guillemets, la fonction de structure, de potentiel structural du sol. Donc ça, c'est le complexe argilo-humique et c'est les matières humifiées. Ça, on vous en parle beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que cette fonction de nourriture et d'énergie, c'est très important pour la matière organique. Donc, au final, si on veut maintenir, entretenir un sol biologiquement actif, il va falloir travailler sur les deux voies que je vous ai présentées. Il va falloir penser, et moi je suis biologiste, donc je pense d'abord à l'énergie et à la nourriture. Je me dis que si j'ai de l'énergie, je vais pouvoir faire quelque chose et transformer mon environnement. Et l'autre aspect, il va falloir aussi entretenir le sol, la structure du sol, pour que, entre guillemets, les habitants soient bien et, entre guillemets, se portent bien. L'énergie, la nourriture, pensez aux restitutions de sarments, si vous ne le faites pas, les feuilles, les couverts végétaux, donc semés, pas semés, spontanés, vous faites ce que vous voulez, mais plus il y aura de carbone dans votre sol qui va rentrer, plus il y aura de la matière fraîche, plus vous aurez un outil, entre guillemets, entre les mains qui va pouvoir, entre guillemets, fonctionner. Derrière, si vous apportez des matières organiques, si on recherche à relancer la vie du sol, si on parle stimulation de la vie du sol, il va falloir des matières organiques non compostées, non digérées, non stabilisées. Donc, ça va être des matières qui ressemblent à de la matière fraîche. Je vous ai mis ici les fumiers. En gros, quel que soit le fumier, on a généralement de la paille, de la matière peu digérée. Les mares de raisin frais, parce que quand on commence à les passer par la distillerie, etc., voire les composter ou les laisser en tas, ils évoluent, ils ne vous attendent pas, et généralement, ils perdent leurs propriétés les plus intéressantes pour la vie du sol. Puis le bois raméal, les haies, on parle de haies maintenant, broyer des haies, etc., c'est intéressant aussi. Protéger le sol, le travail du sol.
je n'ai pas eu le temps d'en parler ici, mais le travail du sol a un impact sur la vie du sol. Déjà un impact sur la faune du sol, la microfaune du sol, évidemment. Plus c'est gros, plus ça va être fragile. Les champignons aussi sont quand même très fragiles par rapport au travail du sol. La structure, travailler dans des bonnes conditions. C'est du b.a.-ba, hein. On ne réinvente rien. C'est simplement on souligne et on fait le lien entre guillemets avec le fonctionnement du sol. Travailler dans des bonnes conditions, voilà, c'est bête quand même de tasser son sol parce qu'il n'est pas assez ressuyé et qu'on passe un petit peu trop tôt. Les produits organiques, voilà, là, le sol, construire, entre guillemets, l'habitat, c'est construire, entre guillemets, le gîte. Et là, il faut des matières organiques stabilisées, des matières organiques humifiées. C'est ma matière organique liée dans le sol. Donc là, les matières organiques avec des ismophores, pour faire simple, les produits compostés, tout ce qui va être composté, ça va permettre d'entretenir cette matière organique stabilisée, cette matière organique humifiée. Et puis, un aspect, entre guillemets, toujours entre guillemets discutable, les phytosanitaires, vous en avez besoin. D'une manière générale, bon, on n'a pas des outils hypersensibles, mais ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui va être fongicide en particulier, les fongicides ne sont pas du tout spécifiques. Un anti-udium, un anti-mildiou, quand il tombe sur le sol, sur la litière, il va affecter tous les champignons saprophytes qui participent au recyclage de la matière organique. Il va affecter les mycorhizes aussi, sachant que les mycorhizes sont des champignons supérieurs, sont les plus sensibles aussi. Voilà. Et puis il y a le cuivre, hein, vous connaissez le débat sur le cuivre. Voilà, il a aussi des limites, il s'accumule dans le sol. Tant qu'il n'est pas, entre guillemets, relié à de la matière organique humifiée ou du calcaire, si vous avez de la chance d'avoir des sols calcaires qui vont le neutraliser, tant qu'il est, entre guillemets, biodisponible, il va avoir un impact sur le fonctionnement du sol, en particulier sur le côté aussi champignon. Au final, pour terminer, pour conclure, s'il y a une image à garder en tête, c'est que votre sol, c'est un sol vivant. Le sol vivant, c'est un sol en guerre. Il ne faut pas s'imaginer qu'il ne se passe rien dans le sol. C'est un sol en guerre. C'est un sol en guerre pour quelque chose que vous connaissez bien, pour l'énergie. Voilà. Le sol se bat pour l'énergie. Ça vous rappelle peut-être une quelconque société. On se bat pour l'énergie. L'énergie primaire ici, l'énergie primaire, c'est la matière organique, le végétal via la photosynthèse. Et puis ensuite, ils passent leur temps à se bouffer. Et chaque fois qu'il y en a un qui bouffe l'autre, c'est à ce moment-là que vous récupérez l'azote. C'était le débat. Quand vous mettez les sarments de vigne ici, les sarments en fait, vont développer la biomasse microbienne, les bactéries, les champignons, qui vont plutôt avoir tendance dans un premier temps à immobiliser de l'azote. Mais quand les champignons, les bactéries vont se faire manger par leurs prédateurs, à ce moment-là, l'azote, ce n'est qu'un reliquat du cycle du carbone. Et en fait, c'est la poubelle, hein, l'azote, c'est la poubelle entre guillemets du cycle de la matière organique. Et vous relarguez de l'azote. Voilà, et puis plus vous avez des cycles biodiversifiés comme ça, et plus vous allez avoir un sol résilient, intéressant, qui va tourner très très vite. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va pouvoir discuter maintenant. Si vous avez des questions, on va commencer par ça, c'est le plus simple. Pour tester la vie biologique du sol en Bourgogne, alors en Bourgogne on est un peu perché des fois, hein, mais on a le test du slip en coton. C'est fiable, qu'est-ce que vous en dites? Alors, il y a beaucoup de tests qui sont développés sur le terrain. C'est très intéressant d'un point de vue pédagogique, mais il y a des limites à l'interprétation et ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous allez prendre 2 parcelles chez vous, vous enterrez votre slip en coton en même temps, vous les retirez en même temps, vous avez un visuel. Et ça, c'est déjà une première approche. C'est un peu comme ma première diapositive, le recyclage de la matière organique. C'est une manière de voir, entre guillemets, le recyclage, ce qui se passe bien. La limite de tout ça, c'est que le slip en coton, il est généralement le plus sensible à l'humidité. Par exemple, on a fait des tests sur Montpellier, on travaille aussi avec des gens, on anime des groupes, comme ça on participe avec l'agglomération de Montpellier à animer des groupes d'agriculteurs, viticulteurs, maraîchers. Et on avait fait un test. Ce test, on l'avait fait, par exemple, sur une parcelle, c'était de la viticulture. D'un côté, on avait viticulture entre guillemets traditionnelle, pas un brin d'herbe, etc., nickel. De l'autre côté, on avait une agriculture avec des couverts, des choses qui nous paraissaient mieux pour le fonctionnement du sol. On a enterré en début d'hiver, on a enterré les slips, on les a déterrés c'était février. Manque de peau, c'était un hiver un petit peu sec. Quand on avait un couvert, on avait, entre guillemets, séché beaucoup plus le sol. Et donc finalement, quand on a ressorti le sol, les slips qui étaient enterrés sous le couvert, ils étaient beaucoup moins dégradés que le système en conventionnel où finalement il n'y a pas eu de concurrence pour l'eau. Il y a eu plus d'humidité, entre guillemets, durant l'hiver. On est dans le sud de la France, donc des températures moyennes, même l'hiver à 10-12 degrés, donc ça fonctionne, le sol. Et voilà, donc si vous voulez,
Quand on a ressorti les slips, on a vu quoi? On a vu que pendant l'hiver, finalement, il y a eu un ralentissement sous le système qui était sous couvert. Et, entre guillemets, l'activité biologique, par contre, elle n'était pas limitée sous le système qui était non couvert, parce que l'eau n'était pas un facteur limitant en ce cas-là. Ce qui n'était pas tout à fait les conclusions de l'analyse qui pouvaient aller dans l'autre sens, puisque nous, on travaille sur un potentiel. Quand on met dans des bonnes conditions, on savait que celui qui était enherbé, entre guillemets, il se portait mieux. Mais là, vous voyez, donc, il faut faire attention sur les périodes, sur l'interprétation. L'eau est le facteur principal, et puis après, il y a l'effet température. Donc, du comparatif, c'est bien, et ça vous permet de vous juger. Maintenant, il n'y a pas d'échelle d'interprétation absolue. Vous voyez, il n'y a pas une échelle internationale du slip, où vous allez pouvoir vous comparer en disant j'ai tant de trous, voilà. C'est toujours, voilà. Mais en comparatif, il n'y a pas de souci, c'est très bien. On connaît donc, il y a beaucoup de produits qui apportent de la matière organique, donc on connaît leur composition. Voilà. On voit de plus en plus sur le marché de produits qui permettent d'amener des bactéries. Enfin, je pense qu'on connaît tous le fournisseur. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces apports vis-à-vis du sol? Bon, je ne vous demande pas forcément de me dire c'est bien, c'est mal, mais voilà, biologiquement, est-ce que ça a réellement un intérêt de venir apporter des bactéries, des champignons, voilà. Ça fait quelques années qu'on voit sur le marché que ça fleurit un peu. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser, moi, personnellement. Alors, en fait, la base, c'est d'assurer, entre guillemets, ce que je vous ai présenté là. C'est-à-dire, il faut savoir déjà de quoi vous partez. Parce que si votre sol, je vais commencer déjà, si votre sol a une mauvaise structure, vos systèmes ne servent à rien. Si votre sol manque de matière organique, s'il est déséquilibré, il manque de hémolybe, d'hémoliyé, ce n'est pas la priorité. Il y a des histoires, il y a de la priorité là-dedans. Donc moi, ce que je vois avec ce qu'on fait comme analyse depuis 30 ans quasiment, la priorité, ça va être les bases agronomiques. Il faut assurer les bases agronomiques, l'état physique, l'état calcique, l'état organobiologique, l'état minéral, ça généralement c'est suivi. Et puis après se posera la question, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser? C'est un petit peu comme la Formule 1, vous avez un système, voilà, il est bien optimisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Pour moi, ces approches-là, l'approche de micro-organismes, c'est pas la priorité. Ensuite, derrière, quelle fonction? C'est-à-dire que si les gens, des commerciaux, des personnes arrivent en disant « moi, je te propose ça et ça », il faut leur demander à quoi ça sert. Voilà. Quelle est la fonction dans le sol? Là, je vous ai parlé de fonction. Qu'est-ce que ça va occuper comme fonction? Si vous avez un problème de pathogène, qu'on vous amène un antagoniste, ça a un sens. Si vous avez un problème de mycorhize, d'endomycorhize, ça a un sens. Voilà. Là, il y a des fonctions. Si on vous amène un produit qui va stimuler la minéralisation de la matière organique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, la minéralisation de la matière organique, si vous avez de la matière organique, elle va se minéraliser. Il faut avoir en tête que dans votre sol, vous avez des bactéries, des champignons et tout un tas qui a été sélectionné depuis 10-15 000 ans, depuis l'ancienne glaciation. Quand vous ramenez des micro-organismes, c'est des inconnus, c'est des étrangers. Je peux vous dire que ça ne rigole pas dans le sol. Un étranger, c'est quoi? C'est de la nourriture pour le sol. Donc quand vous ramenez ces micro-organismes, je les ai pris là tout à l'heure, un sol c'est 2% de matière organique. Donc mettez-vous à la place de votre bactérie. Les bactéries représentent 2 à 3% de la matière organique qui représente 2% de la matière, du total. Donc c'est 2% de 2%, c'est 0,004%. Voilà, c'est ça ce que vous avez dans le sol, de vivant. Quand elle se lève, la bactérie, le matin, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle voit 98% de minéraux. Quand elle regarde un petit peu plus, elle zoome, elle voit 2% de matière organique. Dans les 2% de matière organique, elle voit 80 à 90% de matière organique stabilisée, polymérisée, très stable. Elle voit 10-15% de matière organique digestible. Voilà, c'est ça son job, c'est d'aller chercher ça. Et comme elle ne peut pas trop bouger, donc généralement, la vie du sol, c'est en état de famine. Il y a que dans le sol, tout le monde. Donc quand vous leur ramenez du fumier, des micro-organismes, n'importe quoi, c'est avant tout du carbone digestible. C'est ça qu'elle voit. Voilà, donc c'est très délicat de manipuler. Ça peut avoir un sens quand on est en vigne, voilà, quand on va planter les endomycorhizes, si on veut favoriser la reprise du plant, ça a un sens, mais localement. Ou alors on passe par entre guillemets, on va passer par des couverts végétaux qui sont eux-mêmes des multiplicateurs d'endomycorhizes. On va faire ça ou dans l'interrant ou avant la plantation, et comme ça on favorise la multiplication des endomycorhizes. Ça peut être des relais, et on peut ensemencer à ce moment-là même entre guillemets le couvert pour qu'il multiplie ces endomycorhizes. Mais après derrière, tout ce qui est trop généraliste, pour moi, ça a peu d'intérêt.
et ce n'est pas la priorité. Il faut déjà assurer le système. Et après, derrière, je crois effectivement, par exemple, je vous ai parlé du trichoderma. Le trichoderma, c'est un champignon qui est très connu pour tout un tas de propriétés. Donc, ces propriétés sont reconnues. Bon, simplement, il y a différentes variétés. Et donc, derrière, elles ont pas toutes, c'est pas polyvalent. C'est-à-dire qu'il y a celles qui vont s'attaquer à tel champignon, il y a celles qui vont être plutôt des solubilisateurs de tel produit. Voilà. Donc après, ça a un sens éventuellement d'amener ça, mais à un moment, il faut que ça soit très localisé, il faut que ça soit proche des racines, ou sur la feuille quand c'est protecteur de la feuille. Voilà. Et ça a un sens à un moment donné, je dirais, dans le cycle végétatif, dans le cycle de la culture. Mais il y a d'autres priorités pour moi. Ouais. Oui. Donc, dans le choix de notre couvert végétal et des espèces végétales, il y a des choses pertinentes par rapport à la mycorhisation ? Il y a des espèces végétales qui sont plus favorables ? Alors, à peu près, en fait. La plupart, alors si vous enlevez les crucifères, globalement, puis quelques peut-être légumineuses, ce ne sont pas des légumineuses, il y a d'autres espèces, en gros, si vous sortez les crucifères, tous les végétaux sont capables de porter des endomycorhizes. Et si vous utilisez par exemple les légumineuses dans vos mélanges, les légumineuses portent très bien les endomycorhizes. Donc il y a beaucoup beaucoup d'espèces, à peu près la plupart des espèces vont porter des endomycorhizes. Et les endomycorhizes ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire les endomycorhizes de la vigne. En fait, les endomycorhizes ont une stratégie très opportuniste, c'est-à-dire qu'elles vont où elles ont à manger. Donc si vous mettez un couvert, elles vont coloniser le couvert, vont pouvoir se multiplier, tirer leur énergie. Vous détruisez le couvert, comme les endomycorhizes ne peuvent pas subsister, elles vont être sur des formes de spores en dormance dans le sol. S'il y a une radicelle de vigne qui passe dans le coin, hop, elles vont sauter sur la vigne pour aller chercher leur carbone, leur nourriture. Ça marche comme ça. Donc du coup, vous pouvez avoir des plantes relais avant plantation, pendant la plantation, l'entretien du sol. Voilà, vous pouvez avoir des plantes relais pour pouvoir maintenir un bon état de mycorhisation. Sachant que là aussi, c'est vraiment les démarrages de la vigne. Pour moi, quand on plante une vigne, c'est vraiment une petite racine, une petite radicelle. Et c'est là, entre guillemets, qu'il faut donner le maximum de coups de main. Après, quand on a des vignes adultes, elle va se débrouiller. Mais les premières années sont vraiment stratégiques, je dirais. D'autres questions ? Oui ? Oui, pour mesurer la matière organique libre, on fixe, il y a des périodes de l'année. On fait souvent les analyses de sol l'hiver ou après vendange. Est-ce que c'est pareil Alors, en fait, la plupart. Alors, quand on regarde les indicateurs les plus sensibles, c'est la biomasse microbienne et le parti minéralisable. En fait, on va éviter déjà les périodes de sécheresse, parce que, en fait, comme on prélève en superficiel sur les 20 premiers, les 0,20, donc quand on a des stress hydriques, en fait, potentiellement, la microflore, il y a une partie de la microflore qui n'est pas forcément bien protégée, qui peut être stressée, qui va claquer. Donc, en fait, on va éviter les périodes de sécheresse. Alors, la période de sécheresse, si vous êtes sud de France ou, entre guillemets, un peu plus au nord, ça va varier. Nous, sur Montpellier, quand on arrive, vous voyez, là, le mois d'avril, c'est des mois venteux. Ça peut être des mois qui sont très secs déjà en surface. En gros, quand on est d'octobre au mois de mars, on ne se pose pas de questions quand on est dans le sud de France. Quand on est en avril, ça peut encore passer, on peut encore avoir des trucs. Mais mai, juin, juillet, là, c'est un peu délicat, Donc, il va falloir faire attention déjà au stress hydrique. Et l'autre aspect, c'est les apports. Nos outils sont sensibles aux apports de matière organique, d'une manière large. Donc, si vous avez un couvert, que vous avez détruit le couvert, vous ne pouvez pas prélever, parce que si vous détruisez le couvert, ça fait un apport, un flux de carbone très important. Tous nos indicateurs vont passer au vert, enfin pas tous, non, mais disons que la biomasse, ou en tout cas le carbone minéralisable, va passer au vert, alors que finalement, votre sol, peut-être que c'était un petit spot dans l'année. Donc, on va chercher les vitesses de croisière. Donc, il faut mieux prélever, par exemple, sur des couverts en place. Là, il y a moins d'interaction avec le sol que des périodes où après qu'on ait détruit le couvert ou après qu'on ait apporté des matières organiques, surtout lorsqu'on est sur des matières organiques actives, des engrais organiques, des fumiers, des choses comme ça. Voilà. Donc, il y a des périodes dans l'année, il faut repositionner ça un petit peu. Il y a des périodes qui sont exclues, entre guillemets. Et puis après, à partir du moment où le sol il est ressuyé, puis qu'en gros, on n'a pas fait grand-chose dessus, on n'a pas travaillé. Si on travaille, il faut laisser un petit peu reposer un mois pour que ça se rééquilibre aussi. Voilà, il y a des choses comme ça, ça se fait assez facilement. Est-ce qu'on arrive à quantifier le travail par exemple, des viticulteurs en biodynamie, avec des 501, des choses comme ça ? On a travaillé sur la biodynamie, en Bourgogne en particulier, mais pas que.
le truc, c'est que quand on nous a amené des échantillons, nous, on voit des différences. C'est-à-dire qu'on a vu des différences parce que ça a été amené après des processus. Voilà, il y avait du bio, du pas bio et de la biodynamie. Il y avait des différences. Derrière, je ne sais pas les rattacher forcément à la 500, uniquement à la 500. Voilà, je ne sais pas. C'est des pratiques globales. On peut voir des choses, on a pu voir des choses. Ce n'est pas systématique, on ne tient pas de statistiques là-dessus, on n'a pas fait de recherche. On a pu voir des choses, effectivement, on a pu constater des choses, on ne sait pas les expliquer. Pour nous, quand on fait des bilans, on a vu des secteurs où effectivement on avait des stocks de matière organique qui étaient augmentés, sur des parcelles qui étaient coupées. Donc nous, on croit les expérimentateurs en amont. Hein. Ils nous disent on a juste coupé la parcelle en deux, puis ça fait 10 ans ou 5 ans que c'était différencié. C'est vrai qu'on a vu des choses. J'ai du mal à l'expliquer parce que ça ne rentre pas dans ce concept-là. Ce concept-là, si on a plus de carbone stocké, c'est qu'on en a rentré plus. Et sur une vigne, il n'y a pas 500 000 façons de rentrer plus, quoi. Donc ça, c'était assez... Voilà. Mais on a pu voir des choses, voilà, pas partout, mais on en a vu et on ne sait pas l'expliquer. Est-ce qu'un examen par la pesée, la caractérisation de la macrofaune de notre sol donne une indication sur la qualité de notre vie biologique? C'est-à-dire si simplement on pèse et on caractérise les lombris et tout ce qu'on voit facilement, est-ce que ça nous donne un signe sur l'activité du sol? Alors oui, bien sûr. Bien sûr que le comptage de lombric, ça s'est développé. Alors c'est toujours pareil. Là, on est sur la faune. En fait, ce qu'on mesure, nous, c'est du microscopique. Donc si ça varie un petit peu dans l'année, on arrive un petit peu vite. Les vers de terre, entre guillemets, ils ont des périodes d'activité, ils ont des périodes de diapause ou autres. Vous avez, il y a deux choses. Donc il faut se mettre sur des périodes, généralement, c'est plutôt l'automne. C'est plutôt l'automne où on a des sols humides et on a des sols, entre guillemets, encore chauds et humides. Donc c'est à ce moment-là où les comptages ont moins de variabilité. Et puis après, derrière, vous avez les chiffres. C'est-à-dire, vous avez 200 grammes de vers de terre sur un mètre carré, qu'est-ce que ça représente? Et là, vous avez un site, vous avez l'Observatoire des sols. Alors attendez, il y a un site participatif pour le comptage des vers de terre et autres qui vous permet de positionner vos valeurs pour savoir après où vous situez dans l'échelle, entre guillemets. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être construit. C'est l'observatoire participatif des vers de terre ou des lombrics ou je ne sais plus. Un lien direct entre cette macrofaune et la qualité de notre activité biologique. Oui. En fait, si vous voulez, il faut avoir en tête que déjà, si vous avez beaucoup de vers de terre, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous avez un sol qui est plutôt poreux, compacté, et vous avez un sol qui est bien nourri. Donc ça, c'est quand même des clés essentielles au fonctionnement. Ça ne veut pas dire que tout est équilibré, hein, parce que ce qui est bon pour les vers de terre, ce n'est pas forcément bon pour tout. Mais déjà, vous avez, entre guillemets, coché deux choses importantes par rapport à l'état physique et par rapport, entre guillemets, à un fonctionnement global, évidemment. Dans des relations, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans les années 90-2000 entre quantité de microbes, biomasse microbienne mesurée comme je le fais, et quantité de lombric, enfin quantité de vers de terre en Champagne. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et vous avez des relations assez linéaires, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente les lombrics, on voit qu'on augmente la biomasse, et on pourrait faire ça avec le carbone minéralisable et autres. On voit que beaucoup de choses augmentent aussi avec la proportion de lombrics. Voilà. C'était les vers de terre en général qui étaient comptés. Je sais qu'après, maintenant, on peut faire des choses un petit peu plus fines entre épigées, endogées ou des choses comme ça. Sachant que sur les méthodes, alors là aussi, il y a beaucoup de limites. Hein. Quand vous faites des tests avant, il y avait des tests à la moutarde. Je ne sais pas si vous avez pratiqué. En fait, on mettait de la moutarde, c'était irritant et ça faisait remonter les vers de terre ou autres. Sauf que les endogés, qui étaient un peu plus profonds, ils ne remontaient pas. Donc maintenant, c'est plutôt des tests bêches. On revient à la bêche. Tac, un coup de bêche, on fait vite et on compte. Voilà, faites des bêches sur 20-25 cm et vous regardez et vous épluchez. Alors c'est gourmand en temps, mais effectivement, ça a un sens. Hein. Ça a un sens. J'imagine qu'il y a des bactéries qui sont en aérobie et en anaérobie. Est-ce que nos techniques culturelles aujourd'hui, vu qu'on laboure plus, et quand on prépare une plantation, est-ce qu'on ne dégrade pas justement cette faune existante par le retournement des sillons et tout ça? C'est pire que dégrader, alors ça va dépendre de la profondeur, mais... Alors, effectivement, la microflore qui m'intéresse, c'est de la microflore aérobie. L'anaérobie existe dans le sol, elle a des fonctions, elle sera toujours là. Vous avez des méthanogènes dans le sol, pourtant ça ne supporte pas 1 gramme. Tout ça parce que le sol, c'est très hétérogène et vous avez des micro-agrégats qui peuvent être complètement en anaérobiose.
En fait, vous avez des systèmes qui vont être en anaérobiose dans le sol et à côté, vous pouvez avoir des systèmes qui sont en aérobie. Voilà, tout ça, ça se juxtapose. Globalement, ce qui nous intéresse, c'est le cycle de la matière organique, c'est un cycle aérobie. Le travail du sol perturbe fortement le fonctionnement. Alors après, il va avoir un gradient. Pour faire simple, plus vous êtes profond, plus vous êtes fin, plus vous perturbez les habitats et plus vous avez de détruire l'habitat. Il va impacter surtout donc, toute la faune du sol. Et la faune, on parle des vers de terre, mais quand on a aussi tous les micro-insectes. Vous avez les insectes, les arthropodes, micro-arthropodes, c'est des insectes de litière. Ceux qui vont être, entre guillemets, dans les premiers centimètres, ils n'aiment pas le soleil, ils aiment l'humidité, ils aiment les milieux riches en matière organique, donc ils sont vraiment sur le premier centimètre. Quand vous les labourez, même sans aller en profondeur, simplement un labour à 20, vous le retournez, vous le mettez, ça va leur faire du mal. Donc ils vont disparaître. Il y en a une partie, après ils vont se remultiplier, mais voilà, du coup vous diluez. Donc le fait de ne pas travailler le sol, c'est sûr que ça impacte toute la faune du sol. Et après, il y a les champignons là-dedans, parce que les champignons, c'est des filaments. Autant les bactéries, c'est plutôt insensible, encore que, mais les champignons, là, ils morflent. C'est-à-dire que les outils, alors plus c'est rotatif, plus c'est fin, et plus vous détruisez les champignons. Et pour avoir vu la plantation, alors en tout cas je ne sais plus comment elle se pose, mais pour avoir travaillé là-dessus dans le sud de la France, quand vous défoncez, c'est le terme, je ne sais pas si ça s'utilise encore, vous défoncez à 80 cm un sol qui en fait 60, vous faites quoi? Parce que l'idée c'était de créer, c'était de la réserve utile, on voulait créer de la terre. Mais quand vous défoncez du sol à 80, il en fait 60, vous remontez des blocs de calcaire, vous les remontez en surface. Ensuite, derrière, vous passez un concasseur, vous créez du calcaire actif, donc ça fout le bazar avec l'IPC et les trucs. Le calcaire actif, c'est pas très loin d'être du ciment. S'il pleut derrière, que vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de matière organique, alors l'autre truc, c'est que votre matière organique, vous avez mis déjà 30 ans, 40 ans à créer un petit lit de matière organique, ça va se retrouver à 80 cm ou à 60 ou à 30, c'est pas bon. La matière organique, ça doit être en surface. Donc là aussi, vous perdez tout, vous diluez tout. J'ai vu des plantations où, alors le pire, c'est les défriches, quoi. Quand on a des défriches, on a des 4% de matière organique, vous diluez tout, vous passez à 2, voire à 1, c'est un désastre. C'est un désastre. Donc je trouve que la plantation en vigne, je ne sais pas où elle en est, mais ce que j'avais vu, c'était très agressif. Et il faut vraiment avoir en tête que 1 cm de sol, c'est entre 100 et 1000 ans pour faire 1 cm de sol. Ça dépend des régions. Donc du coup, quand vous détruisez ne serait-ce que 30 cm, vous ne les refaites pas. Vous pouvez que faire quelque chose, Alors après, derrière, ça va vous coûter de l'argent, parce que vous allez ramener des composts, vous allez faire des couverts végétaux, et vous allez essayer de reconstruire pendant 40 ans jusqu'à la prochaine arrachage, vous allez reconstruire un petit peu votre surface. C'est souvent, voilà, là il faut vraiment travailler sur le mode de plantation, il faut vraiment, le mode d'arrachage. Déjà, l'arrachage, je crois qu'on a bien travaillé là-dessus. Et après, derrière, je trouve qu'il y a un manque de confiance du vigneron en général dans son sol. C'est-à-dire qu'on aime bien quand le sol il a été bien retravaillé, on a l'impression qu'il est bien aéré. C'est un manque de confiance parce que si on avait une vision un petit peu plus microscopique, de savoir qu'il y a des racines, des trucs autres, on imaginerait la porosité, on verrait un petit peu un profil de sol, on verrait que si les racines des adventices, entre guillemets, descendent, votre vigne, elle descendra. Donc ce n'est pas un souci. Donc je trouve qu'il y a un peu trop d'agressivité à plantation. Et après, on passe du temps à restruire. Pardon? Les préparations? On fait comme on peut, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il faudrait avoir un arrachage déjà limité. Donc je pense que maintenant, ça s'est développé, on arrache à la griffe, on arrache pied par pied. Et après, pour moi, ça serait vraiment de retravailler les 20 premiers centimètres en surface, point barre. Simplement, je ferai un profil de sol pour s'assurer qu'il n'y ait pas des zones compactées. Enfin, ça dépend à combien on plante, parce qu'il y a des zones qui peuvent être très compactées. Quand on plante à 1 mètre, je parle de l'interrang, il y a des zones qui sont compactées. Et pour décompacter, là, il faut fissurer. Donc, j'ai rien contre le fissurage, mais il faut qu'il soit localisé et sans retournement. On a des bons outils maintenant, il faut le passer au bon moment, on fissure. Pour moi, il faudrait faire un travail plus fin et de localiser les problématiques, déjà d'avoir une idée de la localisation et de l'intensité. Parce que ce n'est pas égal d'un sol à un autre. On peut avoir les cailloux, c'est très chiant, mais les cailloux, ça peut protéger la compaction. C'est-à-dire que ça donne une impression de compacter, puis on regarde dessous, ça va protéger. Ça dépend de la taille des cailloux, ça dépend comment ils sont faits. Vous voyez, il y a des choses qui sont très spécifiques.
Donc je partirai quand même du sol, je regarderai un petit peu au moment d'arracher comment ça se passe, localiser et faire des travaux fins. Je passerai un petit peu plus de temps à la préparation, de faire des choses plus localisées et pas quelque chose, je dirais, systématique. Je vois des entreprises de BTP qui rentrent dans un sol, c'était ça. Hein. Ah oui, ils savent faire des trucs tout plats, on peut aplanir. Quand on pousse les cailloux, on pousse la terre fine. J'ai plein d'exemples où je regarde le tour des vignes dans le sud de la France. Vous avez plein de cailloux et puis vous avez des pissenlits qui sont gros comme ça, qui sont énormes. C'est le seul endroit où ça pousse. Et vous regardez, vous avez toute la terre fine, tout le mulch qui est passé ici, qui a été poussé avec les cailloux, avec les dalles calcaires. Tout a été poussé. Et puis dessous, vous êtes ce qu'on appelle un horizon B. Hein. Il y a l'horizon A, c'est organique. Des fois, on le dégage et puis on se retrouve sur un horizon B. Je trouve ça vraiment dommage. La rotobêche, justement, n'est-elle pas le moins mauvais des outils pour préserver les horizons? La bêche rotative, vous savez, la bêche amatique, quoi. Sur le travail du sol après arrachage ou d'une manière générale? Veille de plantation, quoi, préparation de plantation. Alors, je ne connais pas assez bien, mais si vous me dites que ça ne retourne pas le sol, ça me paraît bien. Ça ressemble au travail d'une bêche comme vous en jardinant. Oui, qui se secoue. Ouais. Mais ça me paraîtrait bien, voilà, pour fissurer, voilà, c'est un peu des choses. Les griffes, par exemple, les griffes qui sont beaucoup utilisées, sont pas mal aussi, parce que la griffe, ça éclate un peu, ça fait des choses grossières, ça retourne pas. Alors forcément, ça gratouille, ça mélange un peu, mais ça reste superficiel aussi. Et des fois, ça suffit aussi. Si on veut, entre guillemets, enlever, contrôler l'enherbement, ça peut être pas mal, voilà. Alors là, on est un petit peu plus tard, quoi. La destruction du couvert végétal faisait baisser l'activité biologique du sol. Mais vous nous avez aussi dit que dans les cas de stress hydrique, y compris en hiver, ça pouvait avoir un effet inverse. Qu'est-ce que vous nous conseillerez pour des vignobles où justement on est sur des déficits hydriques à longueur d'année? Comment est-ce qu'on pourrait gérer la concurrence de l'herbe vis-à-vis de la vigne et quand même favoriser une vie des sols qui fasse qu'on ne décapitalise pas la parcelle? Alors simplement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on détruit un couvert, on active le fonctionnement du sol parce qu'on va restituer de la matière digestible. Et lorsqu'on a un couvert en place, si on est en concurrence pour l'eau, effectivement, le fait que le couvert, entre guillemets, va transpirer, va limiter l'eau, on va limiter l'activité biologique, particulièrement la faune du sol. La microflore, elle peut fonctionner à des pF de 4,2, ça fonctionne, c'est-à-dire le point de flétrissement, ça va fonctionner encore. Vous avez des champignons, il y a des choses qui s'adaptent. Mais la faune du sol, elle est beaucoup plus sensible, surtout les vers ou autres. Après, les fourmis, des insectes, ils ont aussi un autre potentiel. Alors, la problématique des couverts végétaux, en règle générale, avec l'eau, effectivement, c'est stupide, mais si on veut faire pousser un couvert, il faut de l'eau. Le problème, ça va être simplement d'anticiper. Alors, la chance que vous avez, c'est qu'en vigne, quand vous regardez déjà vos besoins en eau, en gros, ils vont se limiter dans le temps. Ils vont se limiter, on va dire, du mois d'avril. Ça va se limiter au mois d'avril à débourrement. Ça va être après la période jusqu'à maturation des raisins. Et puis voilà, vous êtes à ce niveau-là. Et puis après, le prélèvement, il est plus faible. Donc, ça se limite déjà dans le temps, ce qui est déjà une bonne chose. Donc déjà, c'est déjà des périodes où vous pouvez gérer votre enherbement, votre couvert. Et donc, vous avez tout le reste de l'année, c'est-à-dire quasiment 8 mois ou 7 mois, vous pouvez faire pousser des couverts. Donc déjà, il y a un problème dans le temps, c'est-à-dire que faire pousser, semer au mois de juillet des couverts pour en espérant qu'il y ait un orage ou autre, que ça commence à pousser, vous n'êtes pas en concurrence avec la vigne. Ensuite, généralement, il y a aussi la localisation, c'est-à-dire que vous avez des couverts, vous pouvez jouer sur des couverts sur la profondeur. C'est-à-dire que vous avez des couverts qui vont prélever sur 20 cm, ça va dépendre de la profondeur de votre sol, bien sûr, mais vous pouvez travailler avec des couverts qui vont prélever sur 20 cm quand votre vigne sera en deçà. Donc il y a des stratégies au cas par cas. On s'aperçoit que ça va être lié au type de sol, à la réserve en eau du sol. C'est vraiment lié à beaucoup de choses. Mais je dirais que pour moi, on peut quand même gérer ça. On peut quand même semer assez tôt en vigne pour pouvoir avoir des couverts, pouvoir faire des biomasses, puisque la biomasse va se développer surtout à l'automne. En gros, c'est encore de l'ensoleillement et de l'humidité. Et elle va se reprélever au printemps. Si on arrive à maintenir au printemps, quand je dis au printemps, c'est au mois de mars, voire avril, le couvert, on fait des grosses biomasses. Et moi, les grosses biomasses m'intéressent beaucoup aussi sur ces périodes-là. Voilà. Donc on n'a pas besoin de garder le couvert forcément toute l'année et on peut l'ajuster sur des périodes.
Puis après, les espèces, alors là, ça dépend de la région, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la profondeur du sol. Enfin, je ne vais pas régler ça comme ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de... On sait beaucoup de choses quand même sur les couverts. Maintenant, il y a beaucoup de choses, il y a un choix qui est assez important. Et donc, je pense qu'on peut arriver à anticiper et à trouver, entre guillemets, des couverts qui ne soient pas trop concurrentiels. Et puis après, on peut toujours détruire. Hein. Il ne me semble pas, vous n'avez pas ou peu parlé je reviens un peu aux propriétés du sol, du pH. Est-ce qu'il a une influence? Parce qu'on n'a pas toujours des terres franches, il peut y avoir des sols acides. Si oui, s'il a une influence, comment est-ce qu'on peut la limiter? Alors le pH, j'en ai pas parlé parce que je vais pas parler de beaucoup de choses en fait, parce que sinon on fait des interventions des fois sur 3 jours, on a un petit peu plus de temps. J'en avais parlé indirectement sur l'état calcique. Voilà. Quand je parle d'état calcique, c'est sûr qu'on entend calcium, mais vous savez que l'état calcique, en gros, c'est la proportion de calcium sur la CEC, et donc le pH va être lié aussi à ça. En viticulture, le pH fait partie de la signature du terroir. Vous n'allez surtout pas le modifier, entre guillemets. Vous allez quand même, il y a quand même des limites, même si la vigne est très résistante. Si vous êtes sur un sol drainant, c'est sûr que la vigne va pouvoir encaisser des pH assez bas, mais il faut quand même contrôler l'état calcique et le pH. Le pH, voilà, pour moi, des pH, il ne faut pas trop descendre en dessous de 5,5. Il faut plutôt être entre 5,5 et 6, surtout à plantation. C'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, même choler un peu à plantation, sachant qu'après, une fois que la vigne sera en place, un peu plus résistante, elle peut supporter des pH plus bas. C'est très lié aussi à la dynamique de l'eau dans le sol, au drainage. Donc des sols drainants, sur des sols drainants, on supporte beaucoup mieux, entre guillemets, des pH bas que sur des sols qui sont moins drainants, où on peut avoir de l'engorgement à des moments donnés, et là, on cumule un peu les problèmes. Après, le pH sur le fonctionnement biologique en général, d'une manière générale, les sols agricoles, je vous ai dit, c'est des sols bactériens. Les bactéries fonctionnent plutôt avec des pH neutres, c'est-à-dire elles fonctionnent mieux au-dessus de 6,5. Donc quand vous êtes au-dessus de 6,5, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, ce qui fait déjà une palette assez large. Quand on va descendre en dessous de 6,5, voilà, entre 5,5 et 6,5, on va dégringoler. Donc là, il y a pas mal de situations, on a des pH qui sont bas. Il est clair qu'il va falloir quand même contrôler. On peut avoir déjà un problème sur certaines bactéries qui sont les nitrifiantes. Les nitrifiantes, c'est celles qui vont transformer l'azote ammoniacal en azote nitrique. Leur pH optimum, il est entre 7 et 8. Donc forcément, quand on est à 5,5, ça fonctionne, mais ça va fonctionner à 20% des capacités. Donc de temps en temps, si on a un excès d'eau, donc pas assez d'oxygène dans le sol, un pH bas, etc., on peut avoir de l'accumulation d'azote ammoniacal, surtout si on a fait un apport de matière organique. Et là, ça se traduit par on fiche tout. C'est-à-dire que l'azote ammoniacal, toxicité ammoniacale, voilà. Donc dans des cas extrêmes comme ça, je contrôlerai le pH et je ramènerai un petit peu de chaud, entre guillemets, pour remonter au-dessus de 5,5, voilà, entre 5,5 et 6, pour pas le... C'est assez rare quand même, parce qu'en fait, quand vous gérez bien l'organique, il se trouve que la matière organique a des propriétés aussi, on va dire, elle neutralise le sol. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des pH bas, le fait de ramener des matières compostées, même des matières organiques en général, la transformation de ces matières organiques, par le métabolisme microbien, on oriente vers des métabolismes plus neutres, et donc on équilibre aussi les choses. Donc en fait, voilà, c'est... Et après, les champignons, par contre, on est dans le domaine des champignons. Ça, c'est sûr qu'à 5,5, les champignons vont se régaler. Donc ils vont participer aussi à la biodégradation. Dans la faune du sol, ça va sélectionner. Ça, c'est sûr, mais ça fait partie de l'écologie. Les vers de terre, à 5,5, non, on va avoir des anchytréides. C'est des petits vers blancs transparents qui ont un petit peu les mêmes fonctions, mais ils sont un peu moins musclés, donc on les voit moins bien, mais ils vont travailler, par exemple, dans les litières de pin dans les Landes. Quand vous êtes sur des pH, alors là on n'est plus à 5,5, on est à 4, hein, on est à 4, 4,2, ben vous avez des petits vers blancs qui travaillent dans les litières, voilà, ils ont des fonctions aussi comme ça. Donc il y a des équilibres qui se font. Et après le pH, moi je m'en méfierais vraiment à plantation et par rapport à la structure du sol. Et puis j'ajusterai pour garder un sol quand même avec une signature acide, sachant qu'un sol de toute façon acide que vous avez cholé va s'acidifier. Vous avez une perte en fonction des sols, vous avez entre 50 kg à 300 kg de calcium qui peut être perdu chaque année en fonction du lessivage. Donc du coup, ce que vous apportez dans les 5 ans, ça peut être perdu, mais une fois que votre vigne est installée, normalement... C'est pour l'implantation? Oui, pour moi ça me paraît plus crucial à l'implantation. Ouais. Moi, je vais juste peut-être hors sujet, mais est-ce que vous faites beaucoup d'analyses de sol? Est-ce que vous avez des retours sur la production derrière? C'est-à-dire que
Voilà. Oui, on fait beaucoup d'analyses. On tourne à peu près, alors on n'est pas un gros laboratoire, mais on va tourner entre 3 000 et 4 000 analyses de ce type. On en fait d'autres, mais sur les analyses biologiques, on est à 3 000 à 4 000 par an. On travaille, le premier secteur, ça reste la grande culture, surtout depuis que c'est développé, entre guillemets, l'agriculture de conservation. Mais la notion d'agriculture de conservation, quand on regarde, elle transpire de partout. Hein. C'est-à-dire que la viticulture de conservation, on n'en parle pas, mais c'est l'état. Si vous êtes là aussi, c'est parce que vous faites de la viticulture de conservation. Et la vigne est notre deuxième secteur, parce que basé à Montpellier, alors on travaille sur la France entière, hein, de toute façon. Oui, on a des retours aussi, sachant que les gens qui font appel à nous, il y a deux types, entre guillemets. Il y en a une partie où il y a un problème. Voilà. Généralement, quand on fait appel, entre guillemets, à un expert, que ce soit un pédologue ou autre, ce n'est pas parce que tout va bien. Il y a quand même l'autre partie qui fait aussi des analyses parce que tout va bien et qu'on essaye de comprendre aussi pourquoi ça va bien, parce qu'on sait très bien que les choses changent et on veut pas qu'elles changent. Enfin, on veut pas. On veut piloter le changement, entre guillemets, ou on veut orienter le changement. Et après, derrière, entre guillemets, on a, sur ce type d'analyse, à la fin, on a un temps d'expert pour la préconisation. Donc, on va faire point faible, point fort, et on va donner un cadre d'action. Dire que l'objectif, c'est de dire, voilà, nous, entre guillemets, voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'il faudrait faire, sachant que derrière, c'est au terrain. On parlait des couverts, on ne va pas prescrire des couverts sur toute la France. On peut donner un spectre d'espèces, mais après, derrière, savoir ce qui va pousser dans tel type de sol en fonction de tel type de climat, c'est des choses à ajuster. Et derrière, l'objectif, c'est effectivement de corriger des rendements. Alors, en vigne, la notion de rendement, c'est vraiment, c'est plutôt le fonctionnement général. Ça se répercute sur le rendement, mais il y a aussi la qualité, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément le rendement qu'on cherche, c'est plutôt des dysfonctionnements. Ça peut être un problème d'aoutement, problème de ceci, problème de cela. Qui ne sont pas toujours liés à l'état organique. Des fois, il y a des petites subtilités. Le climat va jouer sur des choses de ce type aussi. Mais on arrive, entre guillemets, à diagnostiquer et à redresser des situations orientées et à donner en tout cas un éclairage. C'est-à-dire que les gens sont souvent dans une boîte noire. Hein. Si vous faites On a souvent des analyses, par exemple, les gens partent de l'analyse classique. L'analyse classique vous dit que vous avez une bonne teneur en matière organique et vous avez des éléments minéraux, un PKMG, tout va bien. Donc si tout va bien, est-ce que tout va bien? Non. Parce que là, on est sur des notions de fonctionnement. Et là, ce que l'on voit, nous, ça va être le fonctionnement. Si le fonctionnement est perturbé, si tout va bien que le fonctionnement est perturbé, on verra des traces. Et ça, on va renvoyer parfois au terrain en disant, nous, ce que l'on voit là, par exemple, la biomasse microbienne, c'est une biomasse aérobie. Quand vous avez un sol compacté, parfois, vous avez beaucoup de matière organique libre, beaucoup de matière organique liée, tout va bien, enfin, tous les compartiments sont remplis et la biomasse ne s'exprime pas. Et quand la biomasse ne s'exprime pas, on va orienter vers le terrain en disant, soit vous avez un excès de cuivre, mais souvent on dose le cuivre aussi dans nos analyses. Donc on dit, non, le cuivre, il n'est pas extrême non plus. Soit vous avez un problème de pH, mais on va dire, non, vous êtes sur un pH de 6, pour nous, ça va. Et on va renvoyer à l'état physique en disant, écoutez, nous, on diagnostique que vous avez un problème d'état physique. Donc là, il va falloir regarder le terrain, ce qui se passe, regarder l'enracinement. On peut avoir, par exemple, un bon pool d'azote minéralisable, mais si j'ai un bon pool d'azote minéralisable, mais que je n'ai pas les racines qui vont le chercher, parce que mes racines, elles font comme ça, on renvoie aussi au terrain. Donc on arrive à avoir comme ça des visions de choses, d'orienter en disant, là, écoutez, pas la peine de ramener du compost, vos engrais organiques, pas besoin parce que vous avez un bon potentiel. Par contre, vous avez peut-être un problème d'état calcique, vous avez peut-être un problème d'état physique, voilà, des choses de ce type. Vous avez un problème de cuivre. Alors le cuivre, c'est un problème parce que derrière, c'est de la matière organique pour le figer, de la matière organique stable, ou remonter le pH, entre guillemets, pour limiter son effet, des choses comme ça. Voilà. Donc on va pouvoir aussi orienter. Après, je ne vous ai pas donné d'exemple précis. C'est assez difficile, mais oui, on peut, si j'ai plus de temps, oui. Je pense qu'on a tous sur des exploitations des parcelles où on fait des analyses de terre et elles sont super bonnes et pourtant le végétal n'est pas pas super. Et pas au top, quoi, voilà. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. La première étape, c'est vraiment de regarder l'enracinement et l'état physique. C'est vraiment... On fait de l'analyse, mais nous, quand les gens nous appellent, à un moment donné, voilà, j'ai un problème, je voudrais faire une analyse, j'ai un problème. Quel est votre problème, monsieur? Voilà, écoutez, ça ne s'exprime pas bien. On envoie d'abord à l'état physique. Si vous voulez, si vous faites une analyse et puis que derrière, finalement, vous avez un problème d'état physique, il faut déjà regarder l'état physique. Puis après, derrière, vous me dites, non, moi, mes vignes, j'ai regardé, leur racinement, il est nickel.
Là, on peut essayer de voir s'il y a un problème d'expression de ce potentiel. Vous avez un potentiel et ce qui s'exprime, voilà. Et parfois, on va trouver qu'il s'exprime, mais il y a encore un autre problème. Alors après, il peut y avoir des équilibres un petit peu fins avec les éléments. Bon, il y a peut-être des choses, mais généralement, on éclaircit, je dirais 80% des solutions, des situations, on va pouvoir avoir un regard. Après, il y a des choses qui nous échappent encore. Bien sûr, on ne regarde pas tout. Quand c'est un problème d'état physique, justement, vous préconisez quoi? Dans la parcelle de Gevrey-Chambertin, il s'est passé quoi après? Alors, la première parcelle qui était moche, le pédologue, du coup, c'est la personne qui a observé, qui est un agropédologue, hein, c'est-à-dire qu'il a une bonne connaissance du sol, mais il a aussi une bonne connaissance des pratiques agronomiques. Lui, ce qu'il conseillait, bon, c'était très moche sur la photo parce qu'il y avait en plus de l'eau, enfin, au moment où il est intervenu, il y a de l'eau, mais ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait quand même des racines qui descendaient, donc il y avait un effet motte prismatique, ça avait tendance à se fermer, il y avait quand même un peu de porosité. Donc, ce qu'il conseillait en premier, c'est travailler par le biologique. Le biologique, c'est déjà les couverts végétaux, et travailler avec des couverts, alors là, type graminées, des choses comme ça, qui vont avoir des racines puissantes. Des avoines, des seigles, des choses comme ça. Voilà, vous allez trouver des graminées pour travailler et pour espérer, entre guillemets, que ça rentre et que ça entretienne ce sol. Ça, c'est la première étape. Dans certains circuits, quand c'est compacté et que c'est compacté, si c'est compacté à 30 cm ou haut, ça va être compliqué. C'était le 0,20, le 0,30 qui était déjà moche. Donc là, entre guillemets, on peut rentrer par la surface. Quand c'est un petit peu plus profond, à un moment donné, il va falloir éclater. Alors on va éclater prudemment, parce que quand on éclate le sol, vous allez éclater vos racines aussi, hein, c'est sûr. Donc il va falloir le faire un rang sur 2, un rang sur 3. Vous allez essayer de faire quelque chose pour que ça reprenne. C'est un peu l'idée. Donc il n'y a pas de solution toute faite, mais il y a des gradations dans la compaction, dans le tassement. Et s'il y a un peu de porosité, alors quand on parle de biologique, on va parler avant tout de couverts végétaux, mais sous-entendu derrière, si vous êtes dans une zone à vers de terre ou autre, c'est de faire revenir, de multiplier vos vers aussi, qui vont participer aussi à cette porosité, à créer cette porosité biologique, ce drainage. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. On ne s'interdit rien, entre guillemets. Voilà, et on privilégie d'abord le biologique si on peut le faire, mais parfois non. Non, ce n'est pas vraiment une question, ça appelle plutôt un constat. Ah. Vous êtes particulièrement bon parce qu'on a beau essayer, on n'arrive pas à vous caler. Donc bravo. Merci, c'est enregistré. Si, on cale quand même, mais là, on reste sur des choses... En fait, ce qui cale, c'est quand on a une vigne qui ne se porte pas bien, qu'on fait l'analyse, que le sol, il est bien, et que nous, on trouve que ça va bien aussi. Et on a quand même quelques cas comme ça. Je ne vais pas vous les présenter. Il y a des choses encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire encore, même dans la recherche. Il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau moléculaire maintenant. Ça rejoint un petit peu les apports de micro-organismes. C'est sûr qu'à un moment donné, dans votre vie du sol, entre guillemets, c'est vraiment un équilibre en tout un tas de populations. Je pense que là, il y a des choses à venir dans les 10-15 prochaines années, quand on aura encore des outils qui vont nous permettre de mieux équilibrer, enfin, mieux comprendre l'équilibre des populations et surtout le piloter. Il y a qu'actuellement, on prend des photos et on voit qu'il y a différentes populations, les protéobactéries, les alpha-bactéries, les machins. On ne fait que du constat. Il n'y a que la recherche qui arrive à tirer un petit peu de renseignements de ça. Mais peut-être dans 10-15 ans, on arrivera vraiment à avoir une photo et la notion de terroir. Enfin, moi, quand j'ai démarré à 30 ans, on avait cette notion de terroir, que la biologie faisait partie du terroir. On ne sait pas trop encore, hein, cette notion de terroir, c'est un peu comme l'activité biologique. Bon, l'activité biologique, la fertilité biologique, j'arrive à la comprendre. La notion de terroir, il y a tellement de facteurs, je n'ai pas tout compris, mais il y a un volet biologique là-dessus, et peut-être cette diversité biologique au sens large, elle en fait partie, et peut-être qu'on arrivera encore à éclaircir un petit peu mieux. Et je lisais des choses comme ça après sur des nourritures qui sont préfermentées et qui deviennent digestibles pour les vers de terre. Voilà, je travaille avec des gens là, qui travaillent là-dessus. Pour moi, c'était très ésotérique. Vous avez peut-être entendu parler des EM, des bokashi, des choses comme ça. Ça vous parle, non? Bref, il y a des réseaux comme ça qui sont alternatifs, mais de moins en moins alternatifs, où on utilise des bactéries lactiques pour, entre guillemets, fermenter. Alors on peut les mettre directement dans le sol, ça fermente les litières. On peut les mettre sur du compost, des choses comme ça. Puis ça fait des préparations. Le bokashi, c'est une de ces préparations. Ça ressemble un petit peu à une espèce de compost sans retournement. C'est-à-dire que vous mettez vos bactéries sur vos sarments et voilà. Et en fait, par exemple, ce truc-là,
pour moi, j'avais aucune explication, c'était très ésotérique. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur quelqu'un qui fait de la recherche là-dessus, un chercheur, quelqu'un de sérieux, qui me dit, nous, ce qu'on a observé, c'est lorsqu'on mettait ces bactéries lactiques sur un tas de produits de déchets végétaux, y compris avec des ligneux, des choses comme ça dans le jardin, on s'apercevait que lorsqu'on prenait, après 2-3 mois de fermentation, on prenait ce produit-là, on le mettait dans le sol, les vers de terre arrivaient à le digérer, alors qu'avant, ils n'arrivaient pas à le digérer. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir, peut-être à travers des pré-traitements comme ça, rendre digestibles des matières qui ne l'étaient pas, et donc derrière, activer, débloquer des situations. Vous voyez, dans les 20% de choses que je n'arrive pas à expliquer, peut-être que ça, quand on comprendra mieux comment ça marche, peut-être que ça a un sens de l'utiliser dans un système donné, mais dans un contexte donné. Ce n'est pas j'achète, je sème, mais vous voyez, il y a tout en grande culture, ils font beaucoup leur préparation microbienne, ils font des thés de compost, des fermentations. J'avoue que moi, je viens du génie fermentaire, c'est très compliqué de faire pousser une bactérie, ça l'est encore plus. Alors eux, ils ont des bouillons de culture, je ne sais pas si c'est reproductible, mais il y a des gens qui observent des choses. Alors, on peut pas, nous, en tant qu'entre guillemets scientifiques, on ne peut pas le préconiser, ça, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas dans quel cadre. Vous voyez, il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir le préconiser. Mais il y a peut-être des choses à fouiller là-dessus, à surveiller, et quand on l'aura mieux compris, peut-être qu'il y aura une utilité dans certaines situations. Vous voyez, les 20% que je n'arrive pas à expliquer, peut-être qu'on pourra passer par ce type d'approche. Voilà, je défends, entre guillemets, le volet biologique, mais il y aura peut-être d'autres. Voilà, la biostimulation aussi, les défenses des plantes, c'est aussi des choses intéressantes. C'est un peu la même chose, le kéfir. Ouais, je connais le kéfir, mais c'est pareil. En fait, tous ces produits-là, ça va revenir à la mode parce que c'est des systèmes de conservation des aliments. Quand on n'aura plus d'électricité, ça va arriver, il va falloir conserver comme les anciens avec le sel, la graisse, le kéfir, la fermentation, voilà, tout ça. Commencez à vous y habituer un petit peu le week-end, ça va arriver plus vite que... Et surtout, laissez les sarments dans les vignes quand même. Ne les brûlez pas. Oui. Par rapport aux sarments, j'ai 2 questions. Les sarments, il y a toute une polémique sur ceux qui débitent le bois et ceux qui broient. Et il y en a qui sont fervents en disant c'est pas grave, moi je débite, de toute façon, si j'ai un bon terrain, mon bois va être mangé, il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres qui disent le sarment broyé, il est quand même mieux, il s'assimile quand même mieux, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la farine de plume, la farine de viande. Est-ce que vous en avez déjà préconisé des choses? Enfin, voilà. Vu que le sol est fait pour manger, comme vous avez dit. Donc pour nous manger aussi. Et donc, tout à fait, voilà. Tout à fait, on pourra même aller plus loin que ça. En fait, déjà, les bois de taille. Donc si j'ai bien compris ce que vous appelez débiter, c'est qu'on taille et puis on balance au sol. Alors sur la décomposition, plus on va broyer et plus on fera du fin, plus ça va accélérer l'intégration. C'est-à-dire que le bilan de la matière organique, il ne changera pas. Un potentiel humigène restera le même, sauf qu'on ira plus vite pour intégrer cette matière organique dans le sol, parce que tout simplement, je ne vous l'ai pas dit dans ce que je vous ai présenté, mais quand on travaille en laboratoire, on travaille ce qu'on appelle la terre fine. Les fractionnements de matière organique sont faits sur les fractions 0,2 mm du sol. Ça veut dire que nous, on ne comptabilise la matière organique qui rentre que dans la fraction 0,2 mm. Donc, tous les sarments qui sont supérieurs à 2 mm ne sont pas comptabilisés. Donc, plus vous allez broyer, plus vous allez accélérer aussi l'action de la faune du sol, et plus vous allez intégrer rapidement. Donc, après, c'est un choix. C'est un choix, c'est un coût énergétique. Si on a des sols très vivants, on peut se permettre de laisser les baguettes. Si on a des couverts, en plus, les couverts favorisent. Le premier paramètre qui va jouer sur la biodégradabilité, c'est l'humidité. Donc si vous avez un couvert, vous gardez de l'humidité en surface, ça va accélérer la biodégradation. Ça rejoint un peu l'histoire du slip, sauf que c'est en surface. Dans le sud de la France, on voit toujours les baguettes, elles restent des années, souvent on les sort parce que ça embête tout le monde, parce qu'effectivement ça reste sec, une grande période, nous c'est l'humidité le problème. Si vous aviez une humidité, vous accélérez la décomposition. Donc ça c'est la première réponse, c'est que broyage ou pas broyage, l'intégration, le résidu dans le sol, ça sera le même, enfin le cycle dans le sol, ça sera le même. Par contre, ça ne sera pas la même vitesse d'intégration. Et ça rejoint la question de l'observation au tout début, c'est la fin d'azote. C'est-à-dire que plus vous broyez fin, alors quand on broie, généralement, on fait des morceaux encore grossiers.
Mais si vous avez potentiellement, nous au laboratoire, on broie 1 mm, on peut broyer à 500 microns. Si on fait de la farine, là je peux vous dire que la fin d'azote, vous la voyez tout de suite. Donc voilà, ça c'est la limite à ça. La deuxième question, c'était la farine de plume et des choses comme ça. Le sol n'a pas d'état d'âme, c'est-à-dire qu'il veut bouffer. Donc la farine de plume, les trucs, c'est de l'engrais. Là, on a des C/N bas, c'est des protéines. C'est des protéines plus ou moins hydrolysées, plus ou moins prédigérées. Donc, du coup, vous allez, entre guillemets, faciliter la dynamique de l'azote. Pour moi, c'est des produits... Alors, les engrais organiques, farine de plume et autres, c'est avant tout des stimulateurs microbiens, parce que, voilà, ça, c'est les vrais stimulateurs. C'est des stimulateurs parce qu'en fait, c'est très facile de les hydrolyser et de récupérer l'énergie. Ensuite, la bactérie va récupérer 20 ou 30% de l'azote et vous avez 70%, si on prend une farine de plume, 70% de l'azote de la farine de plume va être disponible pour la culture. 30% va passer par la biomasse microbienne et va se stocker dans le sol et va améliorer aussi l'azote minéralisable. C'est assez intéressant. Et je vous dis, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce que vous avez entendu parler de l'humusation ? L'humusation, c'est ça. Voilà, l'humusation, c'est, si vous aimez bien vos vignes, vous serez plus tard, si vous voulez leur rendre service, vous allez vous faire enterrer dans votre vigne, voilà, et vous ramenez en gros de la matière organique avec un C/N bas, du calcium, du phosphore, c'est assez intéressant. Voilà. C'est joli, moi je trouve que c'est par rapport au crématorium et tout ça. On peut faire un sondage. Oui. L'idée, c'est que c'est dommage d'enterrer les gens dans un cimetière ou de les brûler, alors qu'ils pourraient servir beaucoup à être recyclés. C'est joli, c'est l'heure de manger, non? Je sais pas. Ah ouais, d'accord. Une dernière question, parce que je crois que c'est l'heure de manger. Ou... Là, il y a une question. Juste une dernière question, c'est par rapport à votre avant-dernier propos, là. Est-ce que les Alsaciens avec la choucroute ont pas une avance sur nous? Oui, il y a des Alsaciens, là. C'est un peuple de tradition. Ils conservent les traditions. Voilà. Donc effectivement, ouais, ils ont une avance sur nous. Et c'est très sain, c'est plein de vitamines. C'est très intéressant, la choucroute. Oui. On a parlé de toute la vie du sol, ça d'accord, il y en a du boulot à faire, mais maintenant en agricole il y a énormément d'outils, fissurateurs et autres qui se sont faits. Est-ce que, je parle mécanique, hein, oui. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont bien, qui sont pas bien? Est-ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup de techniques sur la biologie, mais sur l'utilisation des matériels, maintenant je me trouve court. Oui, alors effectivement, c'est pas ma spécialité. C'est très pointu. Normalement, c'était mon associé qui est, lui, œnologue et voilà, vigneron œnologue, qui est plus pointu et qui aurait pu vous répondre. Là, par exemple, vous me coincez, je ne vais pas vous répondre. Moi, je ne connais que les mécanismes. Si vous me décrivez le mécanisme, comme tout à l'heure, le rotobâche haute, je pourrais vous dire l'impact que ça peut avoir. Mais d'une manière générale, c'est simple. Le système, il va falloir soit le moins le travailler, pas le travailler, et il ne faut pas le retourner. Voilà. Et si vous le retournez, par exemple, ce qui se développe sur l'agriculture de conservation, vous faites un couvert, il y a des gens maintenant, ils développent, ils scalpent. Alors bon, sur les vignes, quand on a des cailloux, scalper, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, on va jusqu'à des systèmes où on va juste couper les racines à 5 cm. Et pour arriver à savoir travailler la vie du sol et le matériel pour nous, pour arriver à être équilibré dans notre travail, ça ne devient pas simple quand même. Non, c'est sûr, parce qu'en plus, les vignes, il y a vous avez de la pente, vous avez du plat, vous avez des cailloux, vous avez des enherbements, vous avez des plantations qui peuvent être à 1 mètre, à 2,50 m en interrant. Donc c'est sûr que là-dedans, c'est vraiment très pointu, très spécifique. Mais la règle générale, si vous voulez, c'est qu'il faut moins le perturber possible, le sol. Donc après, il y a la fonction. Vous allez utiliser un engin, pourquoi faire? Moi, j'aime bien poser la question à l'agriculteur. Vous utilisez ça, c'est quoi votre objectif? Je veux contrôler l'enherbement, je veux le détruire. OK. Alors, est-ce que vous avez besoin de travailler à 30 cm? Non. Donc, trouvez le bon engin qui va pouvoir passer chez vous et qui va pouvoir scalper vos vignes ou griffer, en tout cas, ou voilà, sur le moins possible et laisser en surface la matière organique sans trop la retourner. On peut l'enfouir un petit peu quand on est sud de France. Si on la met un petit peu sous terre dans les 5 premiers centimètres, c'est pas plus mal pour l'humidité, mais c'est tout. Voilà.
Donc c'est un peu ça, et une fois de plus, pour finir, c'est vraiment la plantation où les choses se jouent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à sa plantation, et c'est là où on peut remettre, où on a un peu le temps, entre guillemets, je sais que vous ne l'avez pas beaucoup, mais un peu le temps de remettre en état un sol aussi. C'est de prendre le temps de faire le constat et de faire ce qu'il faut, et des fois décaler d'un an. Je sais qu'un an de production en moins, c'est énorme, mais c'est peut-être là l'investissement. On a vu quand même pas mal de cas où les gens, ils se précipitent un peu, ils plantent, et puis pendant 3 ans, ça végète. Une vigne qui... Vous perdez du retard sur 1 an, mais que derrière, vous avez bien implanté, vous rattrapez beaucoup de choses. Alors que des fois, ça végète, et des fois, il faut arracher au bout de 3-4 ans. On a vu ça aussi. Je vous remercie, je crois, de votre attention, et on va manger.